Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir de vous trouver ce soir donc pour cette soirée organisée conjointement par Foi et Culture Scientifique et le Centre Théard de Chardin et qui se déroule donc au Centre Théard de Chardin, un très beau lieu pour une conférence très particulière, très intéressante, qui va nous plonger dans le cœur de l'actualité de la COP29 et donc de ces changements climatiques de long terme qui nous affectent depuis quelques décennies et qui sont causés, comme vous le savez, par l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qui provoquent des perturbations climatiques. On a même eu ce mois dernier quelques événements assez rares dans la vallée de Chevreuse et gênants ou inquiétants, en tout cas très ennuyeux à gérer. Et donc, on est face à tous ces événements qu'on a du mal à gérer, et puis on se tourne vers le politique, et on ne comprend pas toujours les réactions, les non-réactions du monde politique à tout ce qui se passe et tout ce qui se profile. Alors, ce sont des sujets complexes, hein, à l'articulation entre donc, les sciences, la société et la politique. Et pour en parler, eh ben, on a vraiment la personne idéale, on peut dire, Valérie Masson-Delmotte, qui est donc une paléoclimatologue française, qui a fait une thèse de doctorat en physique des fluides et des transferts à l'ECP sur la simulation du climat de l'Holocène moyen à l'aide de modèles de circulation générale de l'atmosphère, impact des paramétrisations. Donc un sujet bien technique. Et qui a permis donc à Valérie Masson-Delmotte d'entamer une carrière de climatologue, notamment au sein du laboratoire des sciences et du climat de l'environnement du CEA, où elle est directrice de recherche depuis 2008. Donc ces recherches portent sur l'évolution des climats passés et l'impact du climat futur. Elle a notamment participé à la reconstitution de la concentration en gaz à effet de serre de l'atmosphère sur les 800 000 dernières années. Elle a également travaillé sur l'impact du réchauffement climatique sur l'Antarctique en 2070, et puis bien d'autres choses. Alors, c'est une scientifique chevronnée, bien sûr, mais c'est aussi quelqu'un qui s'engage de la société, qui est en pointe dans la lutte contre le climato-scepticisme. Alors, évidemment, de façon éminente, en tant que coprésidente du groupe numéro 1 du GIEC de 2015 à 2023. Valérie Masson-Delmotte est aussi membre de l'Académie des technologies depuis 2019, membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Donc vous voyez un large spectre de questions et d'intérêts. Et puis alors là, je ne vais pas entreprendre de les lister, mais elle a reçu de très nombreuses récompenses à la mesure de son engagement, de sa visibilité sur ces questions, donc de nombreuses médailles d'or, que voilà, je ne vais pas rappeler, d'argent. Voilà. Eh bien, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Valérie qui va nous parler du constat de la situation actuelle, des questions à venir et puis des questions concrètes qu'on peut se poser aujourd'hui. L'idée, c'est plutôt de laisser Valérie parler et puis de prendre des questions à la fin. Si néanmoins, vous aviez une question de compréhension en cours de route, on laissera des petits temps pour les poser. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup de votre invitation. Donc on va plonger dans cette présentation. Donc j'ai un jeu de support visuel et j'espère qu'il pourra être mis à disposition de tout le monde si vous avez envie de le reparcourir. Et mon idée, c'est vous donner une vue d'ensemble de la situation actuelle, des futurs possibles et de ce qui peut être fait pour accélérer l'action, pour limiter les risques climatiques. Alors j'aime bien démarrer avec cette figure du rapport de synthèse du GIEC de 2023, où on a en fait une représentation vraiment très simplifiée du réchauffement à ce jour, une année, une barre. Ensuite, en fonction des trajectoires à venir d'émissions de gaz à effet de serre, très élevées, intermédiaires ou basses, très basses, une représentation d'un indicateur de l'état du climat, le niveau de réchauffement planétaire à venir. Et puis on a humanisé cette figure en représentant des personnes d'âge différents, de sorte à pouvoir matérialiser finalement à l'échelle humaine ce que veulent dire ces enjeux. Et ce que ça veut dire, c'est que même en cas d'émissions de gaz à effet de serre qui baissent très fortement,
on a une poursuite du réchauffement pendant plusieurs décennies, ce qui demande en fait de l'anticiper, de s'y préparer, donc tout le défi en fait de l'adaptation. Un défi également de solidarité par rapport à ceux qui sont les plus exposés, les plus vulnérables. Et puis enfin, si l'on veut limiter l'ampleur des risques climatiques, donc on a en fait ce défi de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, évidemment. Alors, donc première partie, et s'il y a des points pas clairs, je vous propose donc à la fin de cette partie-là de prendre des questions de clarification. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Donc tout à l'heure, je vous ai montré le réchauffement planétaire. On va rentrer dedans plus en détail. Donc moi, je préfère démarrer par le contexte français, puis après, on va élargir. Donc en France métropolitaine, on a un réchauffement plus prononcé que la moyenne planétaire, 1,9 degré depuis 1900 pour 1,2 degré au niveau mondial. Et vous voyez que le réchauffement observé n'est pas uniforme, il est plus prononcé au-dessus des continents, particulièrement marqué près de l'Arctique. Donc là, c'est le même code de couleur, une année, une barre, sauf que c'est un graphique scientifique classique. Et donc ce que vous voyez, c'est en France métropolitaine un réchauffement très prononcé depuis les années 50, à un rythme en fait qui se produit à 0,3 degrés de plus de réchauffement par décennie sur cette période. Alors ce qu'on peut également souligner, c'est qu'en France, on a 2/3 des communes, 2/3 des personnes qui vivent dans des endroits qui sont exposés ou très fortement exposés aux risques climatiques. Donc c'est ce que représente cette carte, et c'est aussi ce que les enquêtes de perception expriment. Par exemple, l'ADEME a publié aujourd'hui son enquête annuelle de représentation du changement climatique, une enquête d'opinion, et on voit une augmentation du nombre de personnes qui disent être directement touchées. Je vous donne 2 exemples entre 2022 et 2023 d'événements climatiques à très forts impacts. 2022, sécheresse, succession de vagues de chaleur, conditions propices aux incendies qui ont touché avec une intensité très forte de nombreuses régions françaises, des difficultés d'approvisionnement en eau, une baisse de la production d'hydroélectricité, une baisse de rendement de certaines filières agricoles, un recul très fort des glaciers, un dégel des sols en montagne et des canicules marines qui ont touché notamment la vie en Méditerranée. Et ce que montre en fait le retour d'expérience de cette année 2022, c'est l'exposition, des vulnérabilités, la surmortalité par exemple lors des vagues de chaleur, des limites aux capacités, par exemple des contraintes sur la gestion de l'eau, des contraintes sur la gestion des risques d'incendie. Pour faire simple, on n'est pas prêt à faire face à tout le spectre de ce qui peut se produire dans le climat actuel. Si on prend l'année 2023, encore une année très chaude, les 2 années les plus chaudes enregistrées en France, encore une vague de chaleur exceptionnelle, plus de 40 degrés du côté de Grenoble notamment, un automne 2023 très chaud et marqué par, cette fois-ci, des records de pluviométrie avec des inondations très graves dans le Pas-de-Calais et en même temps des sécheresses historiques, donc secteur méditerranéen, Pyrénées-Orientales, donc plusieurs années de sécheresse. Mayotte, crise grave de l'eau à Mayotte qui touche vraiment la base de la dignité de la vie quand on n'a pas d'eau potable au robinet, et une situation en fait déjà de sécheresse historique en Guyane qui s'est prolongée et où encore actuellement en fait il y a une telle gravité de sécheresse qu'on emmène les enfants en hélicoptère de l'armée à l'école. Donc autre vulnérabilité, la discontinuité d'accès à l'éducation qui, en cas d'inondation, de déplacement, d'impossibilité de se déplacer, est une réelle perte de chance à long terme. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en France, sur les derniers 10 ans, j'ai donné ces 2 exemples, mais on a vu se matérialiser tout ce qui était attendu comme caractéristiques liées au réchauffement. Vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses, des sols qui se vident plus vite de leur humidité, une aggravation des sécheresses agricoles, et puis une augmentation des pluies intenses, dopées parce qu'une atmosphère plus chaude peut contenir et transporter plus de vapeur d'eau. Et ce qu'on commence à voir, c'est les conséquences de la montée du niveau de la mer. Par exemple, à Cayenne, en Guyane, une augmentation des inondations chroniques à marée haute. Donc, quand le niveau de la mer monte graduellement, eh bien, à marée haute, plus souvent, ça déborde par rapport aux infrastructures. Ou bien à Saint-Pierre-et-Miquelon, une petite île de l'océan Atlantique,
des villages qui doivent être déplacés parce qu'ils sont trop exposés en fait, au risque de submersion. Donc cette fois, c'est les records de niveau marin lors des tempêtes qui augmentent avec la montée du niveau moyen de la mer, qui est aussi une conséquence du réchauffement. J'ai pris le cas de la France. On n'est pas le pays le plus exposé, on n'est pas le pays le plus vulnérable, mais ce que l'on voit, c'est qu'on est durement touché avec des coûts économiques, notamment, qui s'aggravent, et un certain nombre d'enjeux. Donc, la mortalité en excès lors des canicules, malgré les plans canicules, ce sont des enjeux de santé, de protection des plus fragiles, personnes âgées, femmes enceintes, jeunes enfants. Ce sont des enjeux également de santé au travail, avec les travailleurs en extérieur très exposés. Avec les sécheresses et les mouvements de sol argileux, une fragilisation des fissures sur un certain nombre de maisons, 10 millions de logements, de maisons concernées, eh bien, cela va toucher la qualité de l'habitat et les limites parfois de l'assurabilité du fait de l'augmentation des coûts. Et donc, parmi en fait, ces points que j'ai soulignés, on touche aussi aux limites actuelles du système d'assurance, puisqu'un certain nombre de communes, les Sables d'Olonne, mais aussi les communes de la vallée de la Vésubie, peinent à trouver un assureur. Et dans d'autres contextes, aux États-Unis par exemple, on ne peut plus être assuré pour le risque d'inondation, en Floride par exemple, ou le risque d'incendie en Californie. Donc quand on perd la capacité de mutualiser les risques, finalement on a ce défi énorme de la possibilité d'augmenter les inégalités, sans parler des autres pays du monde où il n'y a pas d'assurance. C'est-à-dire vous perdez tout, et vous repartez à zéro. Alors, ça c'est pour montrer en fait en quoi nous sommes concernés partout, en quoi la situation elle est déjà préoccupante, et ce n'est pas pour les générations futures, c'est aujourd'hui. Et à côté de cela, le fait que l'action pour le climat monte en puissance en France et dans le monde. Donc on a une baisse régulière des émissions de gaz à effet de serre, en fait je dois le corriger, dans 22 pays dans le monde, et un découplage avec l'augmentation de l'activité économique. On a des politiques publiques, notamment depuis le protocole de Kyoto et l'accord de Paris, qui ont permis d'éviter de l'ordre de 4 à 8 milliards de tonnes de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère chaque année. Alors c'est notamment des politiques d'innovation, donc énergie renouvelable, batterie, baisse des coûts, augmentation des capacités installées. On a maintenant à peu près 2 fois plus d'investissements sur les renouvelables que les fossiles. C'est aussi un des changements marqués. Donc des gains en termes d'efficacité énergétique, un ralentissement de la déforestation nette, même si elle se poursuit selon les gouvernements et selon les pays. Et l'exemple le plus frappant, c'est le gouvernement brésilien, qui avait réussi à freiner la déforestation, changement de gouvernement, accéléré, changement de gouvernement, freiné, et puis maintenant, sécheresse et incendie en plus. Mais donc on voit qu'on peut infléchir les évolutions par des politiques publiques, des politiques d'innovation, des politiques industrielles, et des politiques qui touchent à la demande, par exemple la réduction du gaspillage alimentaire ou la maîtrise de la demande d'énergie. Donc on a plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre dans le périmètre de politique publique dans le monde. Et on a également des progrès dans la planification de l'adaptation. Donc qu'est-ce que c'est? Souvent l'adaptation, c'est on est touché par un événement extrême, on en tire les leçons, on se prépare au cas où le même événement se représente, de sorte à être plus résilient. Ça, c'est ce qu'on appelle une adaptation réactive. Et on voit que, bien sûr, dans un climat qui se réchauffe, avec des événements extrêmes qui changent d'intensité, des nouveaux événements, ça n'est pas suffisant pour être résilient au changement climatique à venir. Et donc, on a souvent des réponses qui sont trop réactives, pas assez transformatrices, souvent fragmentées, secteur par secteur, mais pas avec une vue d'ensemble des aléas, un décalage croissant par rapport aux besoins et des maladaptations. Par exemple, dans les flux financiers des pays du Nord vers les pays du Sud, on estime qu'il y a un déficit d'un facteur 10 à 20 entre les besoins pour l'adaptation des pays du Sud et ce qui est actuellement mis sur la table. Et le gros défi de la COP29 qui a lieu en ce moment en Azerbaïdjan, donc dans le cadre de la succession des négociations climat dans des pays pétroliers, le gros défi pour cette année, c'est ce défi en fait, des financements climat pour accompagner la décarbonation et l'adaptation, notamment dans les pays en développement. Donc malgré ces progrès, le rythme et l'ampleur des actions mises en œuvre et des engagements actuels
reste insuffisant pour limiter les risques climatiques. Alors je vais l'illustrer ici. Donc vous avez, depuis la révolution industrielle 1850, les émissions des différents gaz à effet de serre dans le monde, exprimées en équivalent CO2 sur 100 ans, c'est l'unité qui est utilisée ici, de sorte à pouvoir comparer leurs différentes ampleurs et leurs évolutions. En vert, c'est la partie liée à la déforestation, destruction de tourbières et zones humides. Donc vous voyez qu'au départ, c'était ce qui pesait le plus, et en fait, c'est relativement stable, voire en légère diminution sur la dernière décennie. En violet, vous avez les émissions de dioxyde de carbone liées à la combustion d'énergie fossile, donc charbon, pétrole et gaz. Donc vous voyez que c'est ce qui pèse le plus. Ça pèse de multiples manières. Donc sur la perturbation du bilan d'énergie de la Terre, c'est ce qui est le facteur dominant actuel et ce sera le facteur dominant en fonction des émissions à venir. Ça affecte la photosynthèse, le CO2 dans l'atmosphère. Le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, on en a à peu près un tiers qui est repris par la végétation et les sols. On en a à peu près un quart qui rentre dans l'océan, qui conduit d'ailleurs à son acidification. Et donc ça va peser aussi sur la vie marine. C'est une conséquence spécifique aux émissions de CO2, cet effet sur la chimie de l'eau de mer. Donc chaque année, pour le CO2, on a à peu près la moitié des émissions dues aux activités humaines, de l'ordre de 40 milliards de tonnes par an, qui restent dans l'atmosphère. D'accord ? La moitié chaque année de ce qu'on met reste dans l'atmosphère. Les années suivantes, la moitié reste dans l'atmosphère. Et donc on a une accumulation de ce CO2 dans l'atmosphère. Et c'est en fait ce cumul des émissions qui est directement relié au niveau de réchauffement actuel et au niveau de réchauffement futur. Après, on émet d'autres gaz à effet de serre, notamment par des activités agricoles, l'élevage de ruminants, par la fuite des énergies fossiles, les deux conduisent à des émissions de méthane, l'utilisation d'engrais azotés qui rejettent de l'oxyde nitreux, et puis des composés fluorés issus de processus industriels. Donc les autres gaz à effet de serre, vous les voyez représentés avec les différentes couleurs qui sont ici. Le point important à retenir, c'est qu'après le CO2, ce qui pèse le plus lourd, c'est les émissions de méthane, et elles augmentent très fortement, très vite dans le monde. La grosse différence, c'est que quand on émet du méthane dans l'atmosphère, il y reste une douzaine d'années, et après, il est détruit, il devient du CO2 en quantité infime. Et enfin, la dernière chose, c'est que quand on émet du méthane, en fait, il réagit dans l'atmosphère, et il entraîne la production d'ozone en surface, qui est aussi un gaz à effet de serre et un polluant. Et donc les émissions de méthane, elles sont négatives pour le climat, mais elles sont aussi négatives pour la qualité de l'air à travers le niveau moyen d'ozone qu'on retrouve en surface. Alors maintenant, on va juste regarder un tout petit peu. Donc, ces émissions de gaz à effet de serre, c'est la conséquence de modes de développement non soutenables. L'utilisation d'énergie fossile, la destruction de forêts par rapport à l'utilisation des terres, des modes de consommation, de production, des styles de vie. Et on a des responsabilités historiques et actuelles très différentes. Donc, les pays qui se sont industrialisés le plus tôt sont le plus responsables du cumul des émissions à ce jour. Premier, États-Unis, deuxième, Union européenne sur le cumul, avec aussi une responsabilité importante de la Russie, du Japon et des autres. Ensuite, on a des émissions par personne très différentes en moyenne selon les pays du monde, avec les États-Unis qui ont encore des émissions très élevées, comme le Canada, l'Australie, sans parler des pays du Golfe, par personne. On a également donc, des émissions très contrastées en fonction des revenus à l'intérieur de chaque pays. Et on estime que 10% des personnes dans le monde sont responsables d'environ 40% des émissions de gaz à effet de serre, en général les plus aisées, donc capacité à investir, capacité à agir, très fortes émissions, mais style de vie non soutenable. Et à l'inverse, on a la moitié de la population mondiale, souvent dans des contextes hautement vulnérables face au changement climatique, qui n'est responsable que de quasiment rien des émissions historiques et qui a des émissions par personne extrêmement faibles aujourd'hui. C'est le cas dans certains pays d'Asie du Sud, c'est le cas en Afrique en moyenne, et c'est le cas notamment dans les pays les moins avancés, où les émissions de gaz à effet de serre par personne, elles sont de l'ordre d'1,5 tonne par personne et par an, 3 fois moins que la moyenne mondiale.
Donc cet enjeu-là, en fait, c'est un des aspects de la question de la justice climatique, avec ses responsabilités différenciées sur les émissions historiques et actuelles, des capacités à agir différenciées, et puis des vulnérabilités des expositions également différenciées. Alors si on regarde en fait les politiques qui sont déjà mises en place dans le monde, et qu'on estime ce qu'elles vont impliquer sur les émissions de gaz à effet de serre à venir, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas sur une trajectoire de très forte hausse, on est plutôt sur une trajectoire de relative stabilité ou très légère augmentation à horizon 2030. Des émissions qui baissent en Europe depuis les années 90, qui baissent depuis les années 2005 aux États-Unis, qui sont proches d'un plateau en Chine, mais qui continuent à augmenter fortement en Inde et dans d'autres pays émergents. Si on prend en compte les engagements que les pays ont pris dans le cadre de l'accord de Paris, réactualisé l'année dernière au moment de la COP28, ce que l'on voit, c'est que l'agrégation de ces promesses pourrait entraîner une toute petite diminution des émissions de gaz à effet de serre mondiales à horizon 2030. Et les promesses supplémentaires de la COP28, donc tripler les investissements dans les renouvelables, doubler les progrès d'efficacité énergétique, ça permettrait d'abattre en plus à peu près 10% des émissions de CO2 liées aux énergies fossiles. Et donc si on agrège ces efforts, à horizon 2030, c'est à peu près un tiers de l'effort qui serait nécessaire pour se mettre sur une trajectoire qui limiterait le réchauffement sous 2 degrés. C'est à peu près un quart de l'effort par rapport aux trajectoires qui nous mettraient sur une stabilisation du réchauffement proche de 1,5 degré. Donc vous voyez le décalage entre les objectifs que tous les pays se sont fixés, limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, l'aspiration à le contenir à 1,5 degré, et puis cette réalité. Alors donc, on rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, chaque année davantage. Leur concentration monte, elle monte très vite en fait, et cela piège une partie du rayonnement infrarouge de la Terre qui ne part plus vers l'espace. Et puis la machine climatique amplifie cette perturbation avec ce que nous on appelle des boucles de rétroaction qui amplifient cette perturbation initiale et entraînent une accumulation d'énergie dans le système climatique. Alors les boucles de rétroaction classiques, c'est le climat qui se réchauffe, moins de manteaux neigeux, moins de glace de mer. Donc en fait, on perd des surfaces réfléchissantes pour des surfaces sombres, on absorbe un peu plus de rayonnement solaire, ça amplifie par exemple autour de l'Arctique ou en moyenne montagne. Deuxième exemple, une atmosphère plus chaude, elle va contenir 7% de vapeur d'eau en plus, et donc on a l'effet de serre de la vapeur d'eau qui augmente en fait l'effet des émissions de gaz à effet de serre liées à nos activités. Alors quand on regarde où cet excès d'énergie va, donc on a 1% qui est le réchauffement du bas de l'atmosphère, 5% qui est le réchauffement des terres. Alors ça se voit bien en fait quand on a une cave, par exemple, là on voit l'augmentation de température même en profondeur dans les caves. 3% de cette énergie, elle est convertie en fonte du manteau neigeux, des glaciers, de la glace de mer arctique, du Groenland, et puis par en dessous, certaines parties flottantes de l'Antarctique également. Et le gros de la chaleur qui ne part plus vers l'espace rentre dans l'océan, à peu près 90% de cet excès d'énergie. Et pour donner un ordre de grandeur, par rapport à la puissance en fait, de ce déséquilibre énergétique, cette quantité d'énergie qui rentre dans l'océan, c'est 18 fois plus d'énergie que tout ce que l'humanité consomme. D'accord ? C'est les flux énergétiques à l'œuvre au niveau planétaire. Alors c'est juste pour se le représenter, donc c'est cette accumulation d'énergie en fonction du temps qui rentre en fait dans l'atmosphère, dans les sols, dans l'océan en surface, puis entre 700 et 2000 mètres de profondeur, et ensuite tout au fond de l'océan. Alors une des conséquences directes, c'est cet océan qui se réchauffe et gonfle, cette glace qui était sur les continents qui fond et rejoint l'océan, et contribue à la montée du niveau de la mer. C'est une conséquence directe de ce déséquilibre énergétique. Alors on a des tas d'indicateurs de l'état du climat, mais souvent celui sur lequel on met l'accent, c'est le niveau de réchauffement planétaire. Donc là, c'est la version scientifique du code-barre bleu-rouge que je vous montrais au départ. Ça a été publié lundi par l'Organisation météorologique mondiale pour la première journée de la COP29, cette réactualisation partielle.
Donc vous avez là ce réchauffement du XXe siècle, un rythme élevé, encore plus élevé sur la dernière décennie, et pour la première fois en 2024, qui va, pour une année donnée, même dépasser 1,5 degré de plus que le climat de 1850-1900, qu'on prend comme analogue pré-industriel. Donc ça ne veut pas dire qu'on a atteint ce niveau de réchauffement planétaire. Le niveau de réchauffement planétaire, on le regarde sur 10 à 20 ans, pour s'affranchir des fluctuations d'une année à l'autre. Donc c'est la première fois, et puis quand le climat moyen se réchauffe, ça va se présenter à nouveau, de plus en plus souvent, et vers les années 2030, on s'attend à ce que ce soit une année sur deux, et qu'on ait ce niveau de réchauffement d'1,5 degré qui soit atteint. Alors ce réchauffement, ça n'est pas un cycle naturel, c'est une rupture. Et c'est une rupture quand on compare le réchauffement observé en noir à ce que l'on reconstruit à partir des archives naturelles du climat, ici, sur les derniers 2000 ans. Donc vous avez là des variations régionales qui sont faibles quand on moyenne les variations du climat de chaque région au niveau planétaire. À cette échelle de temps, on a des variations de long terme sur plusieurs milliers d'années liées à l'orbite de la Terre autour du Soleil. Et à court terme, c'est essentiellement l'occurrence d'éruptions volcaniques explosives qui va mettre temporairement des poussières dans la haute atmosphère et qui ont un effet parasol. C'est ça, en fait, le principal pacemaker, en fait, de la variabilité du climat au cours des derniers siècles, notamment à la fin du Moyen-Âge, une période d'activité volcanique plus intense, jusque vers les années 1850. Donc, parfois, on a appelé ces périodes le petit âge de glace, mais en fait, au niveau planétaire, ce sont des variations très faibles, mais qui étaient remarquées parce que dans les Alpes, on avait une extension des glaciers qui était frappante pour les habitants de ces régions. Alors comment est-ce qu'on arrive à comprendre le poids des différents facteurs sur le niveau de réchauffement planétaire? On a deux méthodes, en fait. Une première méthode qui est de confronter ces observations, pas seulement celle-ci, mais l'ensemble des observations, à des simulations à l'aide de modèles de climat à base physique qui représentent la circulation de l'atmosphère en 3 dimensions, de l'océan, la surface des continents, leurs interactions. Donc sur la partie atmosphère, c'est la même chose que ce qui sert à la prévision du temps, sauf qu'on va les utiliser sur des périodes très longues, et leur réponse, elle va être notamment pilotée par le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre. Donc les modèles vont eux-mêmes produire des boucles de rétroaction, ils ne sont pas calés pour cela, et on compare l'ensemble des modèles de climat qui existent dans le monde. Donc en France, on en a 2, à Météo France et à l'Institut Pierre-Simon-Laplace en Île-de-France, dont fait partie mon laboratoire. Donc vous avez en noir les observations, vous avez en vert uniquement la réponse simulée à l'activité du Soleil, vous savez, les cycles de 11 ans du Soleil, et à l'occurrence d'éruptions volcaniques. Donc vous voyez que ces facteurs naturels entraînent une variabilité. Là, c'est l'éruption du volcan Pinatubo en 1991, éphémère, mais n'explique en rien l'accumulation de chaleur dans le climat. Vous avez ensuite une décomposition des facteurs liés aux activités humaines. Là, des simulations qui ne prennent en compte que nos rejets de gaz à effet de serre en rouge. C'est plus que ce qui est observé. Là, des simulations qui ne prennent en compte que nos rejets de particules de pollution, qu'on émet aussi quand on brûle des énergies fossiles ou de la biomasse. Et vous voyez que c'est un effet légèrement refroidissant. Et l'effet net, quand on tient compte de tous ces facteurs, c'est l'enveloppe grise qui recoupe en fait les observations et l'ensemble des caractéristiques observées. Et ce type de méthode qu'on appelle des méthodes d'attribution, donc c'est un système complexe, le climat, qui produit sa propre variabilité, qui réagit à des facteurs naturels, qui réagit aux conséquences des activités humaines. Donc quand on a un système complexe, qu'on essaie de relier causes et conséquences, ça repose sur ce qu'on appelle ces méthodes d'attribution. Ça a valu le prix Nobel de physique en 2021 à l'inventeur de ces méthodes, qui était un chercheur allemand qui s'appelle Klaus Hasselmann. Donc, à retenir, sur la base de ces approches, aucun facteur naturel n'explique le réchauffement. L'effet des gaz à effet de serre est plus important que ce qui est observé, parce que c'est en partie contrebalancé par l'effet des particules de pollution. Et sur la période la plus récente, les derniers 20 ans, pour améliorer la qualité de l'air,
pour la santé humaine, on a des normes pour limiter le rejet de ces particules de pollution qui ont porté leurs fruits en Amérique du Nord, en Europe, en Chine également. Donc on a un peu réduit l'effet refroidissant parasol des particules de pollution, et du coup ça joue dans le même sens que l'effet réchauffant lié aux émissions de gaz à effet de serre. Là, les deux facteurs jouent dans le même sens, ce qui fait que le rythme de réchauffement est encore plus fort. Deuxième méthode, une approche basée sur le bilan d'énergie de la Terre, où on va calculer comment chaque facteur agit sur les flux de rayonnement au sommet de l'atmosphère, et ensuite on modélise la réponse de la température. En fait, ce sont des approches indépendantes qui donnent le même résultat. Et là, vous avez donc le réchauffement observé, le réchauffement calculé dû aux émissions de gaz à effet de serre, la partie refroidissement dû aux particules de pollution, les facteurs naturels qui font 0, et l'estimation du réchauffement dû aux activités humaines, qui est égale au réchauffement observé. Donc les deux méthodes convergent. Quand je pose la question à beaucoup de personnes, à votre avis, quel est le pourcentage du réchauffement observé qui est dû aux activités humaines? Beaucoup de personnes me disent « Oh, c'est peut-être la moitié, c'est peut-être 20%. » Donc il y a une chose qui est souvent pas comprise, c'est qu'aucun facteur naturel n'explique l'accumulation d'énergie dans le système climatique, et dans l'état de nos connaissances, c'est intégralement dû aux conséquences des activités humaines. Alors, le système climatique, il est complexe. Il ne réagit pas comme un long fleuve tranquille. Quand on le perturbe, il accumule de la chaleur, mais on a quand même une variabilité naturelle qui s'y superpose. Et c'est particulièrement frappant quand on regarde les variations de température de surface d'une année à l'autre. Alors là, ce que je voulais vous illustrer, c'est dans les récents rapports du GIEC, on s'arrêtait en 2019 avec un réchauffement observé sur 10 ans de 1,1 degré, égal à la partie due à l'influence humaine. Alors là, on l'a réactualisé, donc on va jusqu'en 2023, dernière année complète. Sur la période donc, de 10 ans, 2014-2023, on arrive à un réchauffement moyen observé de 1,2 degré, la quantification de la partie due à l'influence humaine, 1,2 degré. Mais vous voyez par exemple que certaines années sont un peu plus basses que la moyenne, et d'autres années un peu plus élevées. Les années les plus basses, c'est toujours quand on a un phénomène naturel qu'on appelle la Niña qui se produit. C'est un petit coup de froid, en fait, sur les océans tropicaux. Et puis, les années très chaudes, c'est toujours quand on a le phénomène inverse, El Niño, qui se produit et qui, dans ce cas-là, se superpose et donc, de manière éphémère, va dans le même sens que l'influence humaine sur le climat. Donc, vous comprenez pourquoi nous, on ne s'attache pas à une seule année, mais on regarde en moyenne sur une dizaine d'années au moins. Comme ça, on tient compte de ces fluctuations naturelles et on peut estimer le niveau de réchauffement dû à l'influence humaine. Alors, si on extrapole, en fait, et que l'on va jusque fin 2023 sur la partie due à l'influence humaine, on estime qu'on est maintenant à 1,3 degré de réchauffement dû à l'influence humaine. C'est le niveau actuel. Alors, je vous parlais de la montée du niveau de la mer. Donc, le niveau de la mer a monté de 20 cm depuis 1900. Ce qui est devenu dominant maintenant, c'est la partie glace, c'est-à-dire la fonte des glaciers qui accélère, la fonte du Groenland et le glissement plus rapide dans certains secteurs de l'Antarctique qui s'écoulent plus vite parce que les parties flottantes fondent au contact d'un océan plus chaud et donc facilitent le glissement et le drainage de neige ancienne. Donc si on regarde le rythme depuis 1993 de montée du niveau de la mer, c'est des données de mes collègues de Toulouse, avec le CNES, qui sont responsables de cet indicateur de l'état du climat qu'on peut suivre par satellite. Vous voyez très nettement l'accélération en fait, du rythme de montée du niveau de la mer, qui est passé de 2 mm par an dans les années 1990 à plus de 4 mm par an sur la période récente. Et ça, c'est directement lié à la perte de masse qui augmente du Groenland et de l'Antarctique. C'est le facteur qui s'est ajouté en plus des glaciers et de l'océan qui gonfle. Alors, conséquences du réchauffement sur les événements extrêmes. Quand le climat moyen se réchauffe, vous aurez directement moins d'extrêmes froids, moins à nos latitudes de jours de gel. C'est une conséquence directe du réchauffement moyen des températures. Et à l'inverse, vous allez avoir directement des nouveaux records de température, plus d'extrêmes chauds et des jours chauds plus fréquents.
Donc là, chaque hexagone, c'est une région du monde. WCE, c'est l'Europe de l'Ouest, Med, la Méditerranée. Les petits pointillés, ça indique notre niveau de confiance, parce qu'on est toujours transparent sur l'évaluation qui est faite. Et les couleurs roses indiquent toutes les régions continentales où on peut attribuer à l'influence humaine sur le climat l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des extrêmes chauds. Vous voyez que c'est généralisé sur les continents. Et on a la même chose pour les vagues de chaleur marine, de manière similaire en Méditerranée, en Atlantique Nord ou ailleurs. Ici, c'est toutes les régions en jaune où on évalue que l'influence humaine sur le climat rend les sécheresses agricoles, qui concernent l'humidité des sols, plus fréquentes et plus intenses. Donc, vous voyez que ça concerne beaucoup de régions d'Afrique, mais aussi l'Europe de l'Ouest, toutes les régions de climat méditerranéen. Alors le mécanisme, c'est, dans les régions de climat méditerranéen, un changement de la circulation atmosphérique de grande échelle qui fait plus de descente d'air sec, donc une baisse de la quantité de précipitations, notamment en été. Et dans toutes les autres régions, c'est une atmosphère plus chaude qui va augmenter l'évaporation ou la transpiration des plantes et donc va transformer une banale période de manque de pluie en sécheresse plus grave parce que le climat est plus chaud. Et enfin, donc, dernier exemple, les pluies extrêmes. Donc, toutes les régions en vert sont les régions où on discerne que l'influence humaine dope la fréquence et l'intensité des événements de fortes précipitations. C'est le cas en Europe de l'Ouest, en Europe du Nord, du côté du Canada. C'est le cas pour les épisodes Cévenol, dans le sud de la France. Et là, le phénomène, en fait, on le comprend depuis le XIXe siècle. On sait depuis les travaux de Clausius et Clapeyron que par degré de réchauffement, l'atmosphère peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus. C'est vraiment ce qu'on appelle un effet thermodynamique. Donc, plus l'atmosphère est chaude, plus la même tempête, le même orage ou le même cyclone tropical peut donner lieu à des cumuls de pluie plus importants, si la trajectoire de l'air lui a permis de se bourrer d'humidité. Et donc, quand on regarde la tempête Boris d'il y a quelques mois en Europe centrale, qu'on fait des études d'attribution, on conclut qu'on a eu de l'ordre de 10% de pluie en plus sur cette tempête qui a entraîné des effets dévastateurs en Europe de l'Est. Si on le fait sur les événements pluvieux du Pas-de-Calais, 10%. Si on le fait sur la tempête Kirk, qui a touché cette région comme beaucoup d'autres, de l'ordre de 10%. Et sur les événements qui ont touché Valence, deux études indépendantes avec deux méthodes différentes qui disent de l'ordre de 12 à 15% de pluie en plus pour ce type d'événement météorologique qui lui-même est très rare. Donc je vous ai mis là le lien des deux sites où, avec deux méthodes différentes, on fait ce type de diagnostic très vite après les événements climatiques à fort impact. Il y a des seuils en fait, de gravité qui déclenchent en fait, ce type d'études. Donc là, je ne parle que des aléas, mais en fait, les impacts liés au changement climatique, c'est l'interaction entre ces facteurs climatiques générateurs d'impact, l'exposition à ces aléas. Par exemple, si vous construisez en zone inondable, vous êtes beaucoup plus exposé que si ce n'est pas le cas. C'est l'interaction aussi avec les vulnérabilités. Si vous avez une alerte précoce, si vous pouvez vous mettre en protection, vous allez limiter aussi les conséquences. Si vous avez des mécanismes pour vous aider à reconstruire mieux, vous allez limiter la gravité des impacts économiques que si ça n'est pas le cas. Et donc, en fait, les réponses que l'on peut apporter par la gestion de risques, par l'adaptation, peuvent réduire les vulnérabilités et peuvent limiter les risques liés au changement climatique. Et on estime dans le monde qu'on a environ 3,5 milliards de personnes dans des contextes de vulnérabilité élevée au changement climatique. C'est notamment le cas pour tous les métiers sensibles au climat, production agricole, pêche par exemple, indirectement exposée, gestion de forêt aussi notamment. Et on a déjà la moitié de la population mondiale qui fait face plusieurs mois par an à de graves pénuries d'eau. Et donc, l'augmentation des situations de sécheresse agricole exacerbe en fait ce type de situation dans un climat qui se réchauffe. Alors, un petit zoom autour du plateau de Saclay. Donc, en Île-de-France, on a un réchauffement qui était fort, et de l'ordre de 2 degrés depuis 1950. On le voit sur toutes les stations autour de l'Île-de-France, il n'y a pas d'effet d'îlot de chaleur urbain. Et ce rythme est d'à peu près 0,3 degrés tous les 10 ans, mais le réchauffement est encore plus prononcé en été.
c'est là où il est le plus fort, notamment sur les températures maximales la journée en été. Si l'on regarde les vagues de chaleur en région Île-de-France, donc là c'est le diagramme classique de Météo France, j'ai représenté ici en gris les vagues de chaleur avant les années 2000, et puis en jaune celles de la période la plus récente, depuis les années 2000. Vous avez un indicateur de l'intensité et un indicateur de durée. Donc l'OVNI, c'est la canicule de 2003, qui avait entraîné une très forte surmortalité, vous en souvenez. Mais en 2019, on avait eu une canicule très intense, précoce, en début d'été, mais avec une intensité très forte. Et vous voyez qu'on a eu aussi des épisodes chauds sur quasiment chacune des dernières années. Donc il y en avait 2 en 2019. Il y avait celle de 2020 qui est ici, celle brève et peu intense de 2023, avec une forte augmentation en fait, de l'occurrence, de l'intensité et de la durée que l'on observe en Île-de-France, comme ailleurs dans le monde. Et puis j'ai aussi regardé en fait, sur la pluviométrie, j'ai pris la station de Gometz-le-Châtel, et j'ai regardé en fait, pour chaque année quel est le record de précipitations sur un jour pour cette année. Donc, en regardant les records de précipitations, depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, j'ai mis un seuil à 50 mm en un jour. Vous voyez que les événements de ce type-là, sur la période, on va dire, avant 1980, étaient rares. Pour la période la plus récente, ils sont beaucoup plus fréquents. Et on a une augmentation entre ces deux périodes sur l'événement le plus intense, qui est très nette et cohérente avec 7% de plus par degré de réchauffement local. J'ai regardé la même chose sur le cumul de précipitations sur 10 jours, parce qu'en fait, quand on a des inondations, ce n'est pas simplement l'événement ponctuel, ça peut être le cumul sur 10 jours ou sur un mois, en fait. Et quand on regarde sur 10 jours, vous voyez qu'à plus de 100 mm de pluie cumulée sur 10 jours, on avait une seule occurrence avant 1985. On en a beaucoup plus depuis. Donc les événements qui étaient très rares deviennent plus fréquents et on a une tendance à l'augmentation. Et j'ai aussi regardé le cumul sur 30 jours. Là, j'ai mis un seuil à 200 mm cumulé sur 30 jours, ce qui est assez important. Et vous voyez une augmentation assez nette, 5% de plus par 10 ans. Et là, c'est octobre 2024, en fait, en moyenne glissante, qui est une période de 30 jours avec plusieurs événements de forte précipitation et plusieurs événements de précipitation moyenne qui font un cumul très élevé. Voilà, donc ça illustre en fait qu'autour du plateau de Saclay, comme ailleurs en fait, on est sur un climat plus chaud, avec plus d'événements chauds et également avec une augmentation de l'intensité des événements de forte pluie. Alors je précise que les ouvrages de protection du risque d'inondation en France, les plans de prévention de risque d'inondation, ils restent mis en œuvre à climat constant. C'est-à-dire on n'intègre pas le fait que le temps de retour d'événements de forte pluie ou l'intensité des événements de forte pluie change. Et donc c'est un des défis de la stratégie d'adaptation en France comme ailleurs, de l'intégrer quand on dimensionne des ouvrages de protection, comme quand on dimensionne, par exemple, tout ce qui permet de faire s'écouler les eaux usées. On est sur des défis importants pour l'adaptation de ces infrastructures. Alors je parle pas seulement des humains, mais aussi du vivant plus largement, qui est aussi exposé aux conséquences de cette accumulation de chaleur, avec 2 exemples très frappants. Donc, quand on a des vagues de chaleur marine, certaines espèces sont plus sensibles que d'autres. C'est notamment le cas des coraux tropicaux, avec des phénomènes où ils expulsent les algues avec lesquelles ils vivent en symbiose. Et puis, il peut y avoir une récupération sur une quinzaine d'années. Mais si les vagues de chaleur marine sont plus fréquentes, plus intenses, au bout d'un moment, ça va filtrer uniquement les espèces de coraux les plus tolérantes à la chaleur. Donc, c'est une perte de diversité biologique et puis de fonction de service de ces écosystèmes. Donc on a eu cette année le 4e épisode de blanchiment de coraux à l'échelle planétaire. En général, c'est lorsqu'on a un événement El Niño, en plus du réchauffement, que ce type de phénomène se produit. Et puis du côté des forêts, on a une augmentation de la mortalité d'arbres lors des conditions chaudes et sèches et des dépérissements de forêts. Donc les arbres qui ont du mal à gérer la sécheresse sont plus fragiles lorsqu'il y a par exemple des scolytes qui viennent attaquer les forêts.
et ce qui contribue à des phénomènes de dépérissement à grande échelle. Ça, c'est dans ma région natale, le Grand Est. Et ce que l'on observe également, c'est qu'on a plein de manières de regarder l'état des écosystèmes. On peut être centré sur les humains. Donc une façon d'être centré sur les humains, c'est se dire en quoi ça sape les services qu'ils nous rendent. Et donc si on regarde la forêt française qui s'est étendue au cours des derniers siècles, elle absorbait de l'ordre de 15% de nos émissions de CO2. Donc c'est un puits de carbone géré qui s'accroissait. Eh bien, on a perdu la moitié de ce puits de carbone en 10 ans. Donc c'est une manière de traduire l'effet de ce dépérissement de forêt, mais qui a d'autres conséquences sur la diversité des forêts, sur la biodiversité à l'intérieur de ces forêts et sur l'exploitation du bois qui peut en être également sorti. Et donc globalement, ce qu'on observe, c'est une généralisation d'impacts et de pertes et de dommages partout dans le monde qui touche à la disponibilité en eau, la production agricole, très durement touchée encore en 2024 en France, des pertes, des niveaux de rendement qui sont bas pour les céréales, par exemple. Ça va toucher également la productivité des animaux d'élevage. La production de lait dépend de la température, elle baisse quand on a des conditions chaudes ou quand on a moins de fourrage avec plus de sécheresse. Et puis on a des effets indirects, puisque je suis sur les animaux. Donc dans un climat plus doux, avec des hivers plus doux, on a un certain nombre d'espèces qui trouvent des conditions favorables à nos latitudes. Et c'est le cas de ce petit moucheron qu'on appelle un culicoïde. Donc il y en a plein de sortes différentes. Et actuellement, en France, il transporte la fièvre épizootique hémorragique qui touche les bovins, la fièvre catarrhale qui touche les ovins. Et donc c'est un facteur en plus qui rend très difficile la trésorerie pour les éleveurs et qui est un des facteurs d'impact indirect, pas les effets directs du climat, mais les effets sur les aires propices à des vecteurs de maladies. Donc on a de multiples effets sur la santé humaine, donc notamment liés à la chaleur, mais aussi lors des déplacements contraints en cas d'incendie ou d'inondation. Donc les incendies en 2024, c'est 300 000 personnes déplacées, Canada, États-Unis, Chili. Les inondations dans le monde, c'est plusieurs millions de personnes déplacées, notamment au Sahel ou dans d'autres régions à très grande échelle. On peut parler de Valence, c'est aussi des personnes qui vont être déplacées dans la durée. Ces déplacements contraints ont des effets de stress post-traumatique sur la santé mentale, parfois à long terme, en fait, qui sapent le bien-être, voire la capacité de travail. Donc souvent, quand on parle de santé mentale et de climat, on va dire qu'il faut protéger les enfants, ils sont anxieux. On va parler de l'éco-anxiété, qui est en fait une appropriation des enjeux climat, une frustration par rapport à l'inaction, qui est une inquiétude par procuration. Ce n'est pas pour soi, mais c'est pour les autres aussi. Là, en fait, on parle de le haut de l'iceberg, mais le gros de l'iceberg, en fait, c'est les gens qui sont touchés directement, avec notamment les déplacements, la perte de revenus, l'inquiétude sur les conditions de vie au quotidien. Ce qui a le plus de dommages économiques, c'est les inondations, notamment les inondations qui sapent les infrastructures, et quand c'est par exemple sur des petits États insulaires en développement, avec des ouragans de très forte intensité, en fait, ça peut affecter le PIB et son évolution à l'échelle de 10, voire 20 années. Alors, je parlais des écosystèmes. Donc, on a des effets sur les déplacements d'espèces, la moitié des espèces étudiées sur terre et en mer qui se déplacent, des modifications des rythmes saisonniers, les vendanges plus précoces, qui sont un marqueur climatique, le fait que, par exemple, on ait un débourrement des bourgeons plus tôt sur les arbres, les expose davantage au gel qui est toujours présent en fin d'hiver, et ça augmente aussi les dommages, par exemple, sur les cultures fruitières. Donc, vous voyez que ces effets saisonniers peuvent avoir des conséquences multiples. Et puis, donc, à retenir, donc, l'ensemble de ces impacts et pertes et dommages sont liés à un ensemble de facteurs climatiques. Donc, j'ai parlé des extrêmes chauds, mais il y a aussi l'acidification de l'océan, la montée du niveau de la mer, le recul des glaciers. Les inondations composites, ça c'est record de niveau marin et pluie intense sur le continent, donc double risque d'inondation en même temps. Les conditions chaudes et sèches propices aux incendies, et puis les sécheresses agricoles. Et ces caractéristiques, leur fréquence, leur intensité, vont continuer à changer à mesure du réchauffement à venir. Un mot sur les pertes et dommages. Donc, une des avancées de la COP28, c'est la mise en place d'un fonds pour les pertes et dommages.
Ce fonds est alimenté par des contributions volontaires qui ont été abondées à hauteur de 700 et quelques millions de dollars l'année dernière. Donc c'est juste pour les plus fragiles, gérer la catastrophe, reconstruire post-catastrophe. Ce n'est pas l'adaptation. Et on estime que les besoins sont de l'ordre de 100 à 400 milliards de dollars par an. Donc pour montrer le fossé, moi j'aime bien dire que ce qu'on a mis sur la table, c'est le montant des salaires des 3 footballeurs les mieux payés au monde pour aider l'ensemble des personnes très vulnérables à gérer les catastrophes. Les États-Unis avaient mis un montant ridicule, 17 millions de dollars, alors que si on regarde en fait la responsabilité historique américaine, les émissions par personne, la richesse par personne, en fait, ils devraient abonder quasiment à hauteur de 40% à ce type de fonds. Et ce qui est très frappant aux États-Unis, c'est la volonté d'échapper en fait à toute responsabilité par rapport aux conséquences de leur exploitation des énergies fossiles. Donc à prévoir, sortie de l'accord de Paris, peut-être sortie de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Est-ce que c'était clair? Un panorama réjouissant. Alors parfois on me dit que je n'aborde pas assez les côtés réjouissants, donc la demande de chauffage baisse, c'est vrai. On a le recul de la banquise arctique qui ouvre de nouvelles zones à la navigation, c'est vrai. Certaines régions plus au nord vont devenir plus propices à des cultures, oui. Mais globalement, l'ensemble des éléments montre une aggravation des impacts négatifs partout dans le monde et dans chaque région. Des questions de clarification? Oui, on dit que l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère favorise Oui, on dit que le développement du CO2 dans l'atmosphère favorise la croissance des plantes. C'est un facteur positif? Oui, tout à fait. Donc en fait, on a des hivers plus doux qui favorisent une saison de croissance plus longue et plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc on s'attendait en fait à avoir un verdissement. Or, ce n'est pas ce qu'on observe même depuis l'espace. On a des zones de verdissement, par exemple dans le Grand Nord, mais on a aussi des zones de brunissement, c'est-à-dire en fait de dégradation des forêts. Et ça, c'est la contrainte chaleur-eau qui en fait va limiter la photosynthèse et va entraîner une dégradation de l'état des forêts comme d'autres écosystèmes, ou des cultures d'ailleurs. Globalement, ce qu'on voit, c'est très préoccupant d'ailleurs cette année, c'est que les puits de carbone, donc la réponse naturelle de la végétation à nos activités, la hausse du CO2, le climat, se sont fortement réduits cette année. C'est une manière de le mesurer en fait. Bonsoir. Vous avez évoqué justement la responsabilité des États-Unis à hauteur de 40%. Si on regardait les financements pour les Si on regardait les financements, exactement. Et vous avez parlé également de l'anxiété climatique. Mais en fait, tout ça, là, c'est un état des lieux. Après, il y a l'aspect action. Donc, je pense que vous allez rentrer là-dedans. Mais oui. Peut-être, sans préjuger ce que vous allez dire, qu'en est-il de la géopolitique de ce changement climatique? Parce que, quelque part, par exemple, en Europe, on pourrait bien être vertueux. On est en train de se donner les moyens de le faire, malgré les contraintes budgétaires existantes partout. Mais l'Europe, en tant que telle, est-ce qu'elle ne risque pas de se rendre plus vulnérable par rapport à des pays qui ne souhaitent pas bouger? Alors là, ce sont des questions géopolitiques. Ce qu'on peut dire, c'est que les émissions de l'Union européenne ont baissé d'à peu près 8% l'année dernière, un peu plus de 5% en France. On était moins que la moyenne européenne. L'Europe, c'est aussi en fait une des régions du monde qui ne naît pas sur des gisements importants d'énergie fossile. Et donc, parmi ces questions géopolitiques, il y a aussi des questions d'indépendance énergétique, de souveraineté, qui peuvent être des motivations à construire les conditions d'une économie décarbonée. La question ne se pose pas dans les mêmes termes quand en Azerbaïdjan, 50% de votre PIB dépendent du pétrole et du gaz. Voilà, donc on voit qu'on est aussi sur ces enjeux de transition juste, notamment pour tous les secteurs ou pays très dépendants des énergies fossiles, avec des enjeux de reconversion, de créer d'autres opportunités économiques. Là, la question, en fait, pour parler de géopolitique, les Américains vont se retirer de l'accord de Paris, c'est quasiment sûr, enfin l'administration Trump. Ça peut laisser aussi beaucoup de place à l'influence de la Chine, qui est aux avant-postes des technologies de décarbonation, qu'on parle du photovoltaïque, de l'éolien, des pompes à chaleur, des batteries et des véhicules électriques abordables. Voilà, donc en fait, quand on n'occupe pas le terrain d'industrie qui vont être amenés à se développer, j'ai aucun doute là-dessus dans le monde, c'est aussi laisser le champ libre à d'autres pour exercer leur influence.
Et d'ailleurs, les Américains qui évaluent les conséquences de l'élection de Donald Trump pensent en fait qu'une partie du plan Biden d'investissement sur les technologies propres va probablement persister parce qu'il est favorable à des installations industrielles et de l'emploi, y compris dans des États républicains. Merci. Vous n'avez pas du tout, enfin, vous n'avez pas tellement parlé de l'évolution de la population mondiale. Je voulais savoir, si vous voulez, s'il y a une corrélation entre le réchauffement atmosphérique, ou en tout cas la quantité de CO2 dans l'atmosphère, et la population, et la population mondiale, ou bien sinon par continent, je ne sais pas si c'est faisable. Oui. Et puis, donc, est-ce que vous vous posez la question de la natalité, finalement? Alors, quand on regarde dans le monde, en fait, Ouais, c'est très connu, le lien avec la démographie sur les émissions de CO2 fossiles. C'est exprimé sous forme d'une équation qu'on appelle l'équation de Kaya, qui dit, en fait, les émissions de CO2, c'est le produit de 4 facteurs. Combien on est, la démographie. Ensuite, la richesse par habitant, parce que les personnes très pauvres consomment très peu, et les personnes très riches bien davantage. Ensuite, l'efficacité énergétique du pays, c'est-à-dire quelle unité de richesse produite par unité d'énergie consommée. Et enfin, le mix énergétique, c'est-à-dire quelle quantité de CO2 émise par unité d'énergie produite. Voilà. Et donc, l'évolution démographique qui se ralentit dans le monde tire les émissions à la hausse. Par contre, les gains d'efficacité énergétique, les investissements dans la décarbonation, donc tout ce qui est électricité décarbonée, sortie du charbon, les tirent à la baisse. Après, donc, sur les évolutions futures, on peut aussi se poser la question de l'évolution démographique. Mais il faut bien être conscient que ce qui pèse le plus, en fait, c'est la richesse par habitant sur l'ensemble des aspects de consommation, y compris la consommation énergétique, en fait. Et donc, quand on regarde l'ensemble des 57 pays les moins avancés, ils ont émis historiquement et actuellement à peu près 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. D'accord ? Voilà. Alors qu'un Américain émet 3 fois plus que la moyenne planétaire par personne. Je ne dis pas qu'il faut... Alors, la chose intéressante, c'est que si on aide les plus vulnérables à sortir de l'extrême pauvreté, donc vivre dignement, hein, en fait, l'effet sur les émissions de gaz à effet de serre mondiales sera dérisoire. Donc ça, c'est intéressant. Lutter contre l'extrême pauvreté, c'est donner accès à l'énergie pour vivre dignement à ceux qui en manquent cruellement. Et ça, en fait, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est quasiment rien. Les investissements et l'accès à l'énergie pour ceux qui en manquent le plus partout dans le monde. Et donc l'enjeu, qu'on peut le formuler autrement, c'est comment accélérer les efforts pour donner accès aux technologies les plus propres dans les pays les plus pauvres. D'accord ? Cet enjeu-là, il est extrêmement important. Donc c'est aussi des questions de transfert de technologie, par exemple, ou de barrières douanières par rapport aux technologies. Oui. J'y vais là, j'y vais tout de suite. Oui. Que la neutralité carbone n'a de sens qu'au niveau de la planète. Oui. C'est-à-dire que les pays sont profondément inégaux. Oui. Prenez les Pays-Bas, qui n'ont pas d'hydraulique, une grande densité de population. Prenez la Norvège, au contraire, qui a de l'hydraulique et peu. Et donc, qu'on prenne ce critère pour la France me paraît étonnant, parce qu'on ne peut pas attribuer l'océan au pays. Alors en fait, ce qui est intéressant... On ne peut pas découper l'océan... Je vais l'expliquer très clairement, voilà. Vous allez voir. Eh bien, je vous remercie, parce que je pense que ça nécessite des clarifications oui. en neutralité carbone. Eh bien, on y va. Donc, quels sont les futurs possibles? Et donc, bien sûr, en fait, on est sur des relations entre nos choix, les changements socio-économiques, leurs implications sur les émissions de gaz à effet de serre, de polluants, les changements d'usage des terres qui affectent les puits de carbone, leurs effets sur le climat, donc la réponse du climat, le niveau de réchauffement planétaire, les implications de ce climat qui change sur les risques, mais aussi en fait les réponses qu'on va mettre en place, notamment en termes d'adaptation, de limites à l'adaptation, et donc l'interaction avec les choix socio-économiques, il passe aussi par les investissements dans l'adaptation,
et l'ensemble de ces interactions entre nos choix, le climat planétaire et ses conséquences dans chaque région. Alors, la chose essentielle à retenir, c'est celle-ci, et c'est directement en lien avec votre question, monsieur. Donc, sur la base des connaissances scientifiques qui n'ont fait que s'affiner, on a une relation étroite entre le cumul des émissions de CO2 dues aux activités humaines et le niveau de réchauffement planétaire. Là où on en est déjà, c'est 2500 milliards de tonnes émis, un réchauffement qui, je vous le disais tout à l'heure, a atteint 1,3 degré. Et puis là, c'est les évolutions futures possibles, différents scénarios qui impliquent à horizon 2050 des cumuls d'émissions qui montent plus ou moins lentement, de moins en moins vite, et arrêtent d'augmenter si on atteint des émissions dues aux activités humaines à zéro net, des scénarios intermédiaires ou des scénarios de très forte augmentation des émissions. À horizon, c'est ne présenté ici qu'à horizon 2050. Alors, premier point, si on met les émissions de CO2 dues à nos activités à zéro, c'est une vue de l'esprit aujourd'hui, hein. Si on les met à zéro, on estime qu'il n'y a pas de réchauffement supplémentaire attendu à l'échelle de quelques décennies. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc l'inertie, ce n'est pas celle du climat pour le réchauffement, c'est nos infrastructures, la durée de vie des centrales thermiques, du chauffage thermique, des véhicules thermiques et tout le reste, notre fonctionnement économique et financier. La deuxième chose, donc, c'est la condition pour limiter le réchauffement. L'effet dominant, ce sera le CO2. Les autres facteurs jouent, mais beaucoup moins. Donc la deuxième condition, c'est atteindre des émissions à zéro net, mais c'est sans compter, en fait, l'océan et la réponse naturelle de la végétation. C'est uniquement sur les activités humaines, donc en tenant compte uniquement des forêts gérées ou des sols agricoles, mais pas de la réponse naturelle de la végétation qui ne relève pas des activités humaines. Donc on sort les puits de carbone dont je parlais tout à l'heure, et ça a été très mal compris. Et on entend souvent encore dire, pour stabiliser le réchauffement, il faut, par exemple, viser 2 tonnes de CO2 par personne et par an en France. C'est pas vrai, en fait, c'est 0 pour le CO2. C'est 0, net. Ce qui veut dire que si on a des émissions résiduelles, il faut être capable soit d'augmenter des puits de carbone, nous, gérer, soit d'éliminer le CO2 de l'atmosphère et le stocker à long terme, ce qu'on appelle l'élimination de carbone. Du coup, on n'a pas besoin de se partager l'océan ou les forêts naturelles, et on est vraiment beaucoup plus clair sur ce que cela implique, la neutralité carbone. Alors, la chose que je voulais mentionner, c'est qu'au-delà de 2050, et plus de 2 degrés, c'est plus incertain. Parce qu'en fait, cette relation linéaire, elle masque des facteurs non linéaires qui se compensent. Et plus le climat change, plus la capacité de l'océan à stocker du carbone risque de s'effriter, plus la capacité, par exemple, des continents avec les sols gelés qui dégèlent, à stocker du carbone risque de perdre en efficacité. Et donc, au-delà de 2050 et plus de 2 degrés de réchauffement, il est possible qu'on doive, nous, faire des émissions nettes négatives pour contrebalancer une perte d'efficacité des puits naturels de carbone. Voilà. Alors, dernière chose que je voulais mentionner, si on voulait limiter le réchauffement à un certain niveau, on peut traduire en fait cette relation en marge de manœuvre qui nous reste. C'est ce qu'on appelle un budget carbone résiduel. Donc, comment cette relation en fait physique, elle peut se traduire en termes de politique publique? C'est la stratégie nationale bas carbone qui fixe des budgets carbone par période de 4 ans à tenir vers net zéro. C'est ça en fait la traduction de cette relation sur des trajectoires de décarbonation. Donc, l'Union européenne a affiché un objectif de net zéro tout gaz à effet de serre vers 2050, la Chine 2060, l'Inde vers 2070. Donc ça fait partie des affichages avec la difficulté d'articuler le rythme d'action actuel et la capacité à tenir des trajectoires vers la neutralité carbone à ces horizons temporels. Et donc la marge de manœuvre qui nous reste pour limiter le réchauffement, par exemple à 1,5 degré, qui est l'aspiration la plus forte de l'accord de Paris sur le climat, la marge de manœuvre qui nous reste, c'est de l'ordre de 200 milliards de tonnes de CO2, c'est-à-dire 6 ans d'émissions au niveau actuel. Donc si en fait nos émissions restent stables dans le monde, on aura épuisé cette marge de manœuvre au bout de 6 ans, c'est-à-dire avant la fin de cette décennie, et inéluctablement, on aura ce niveau-là de réchauffement. Vous voyez comment on peut aussi traduire cela. Si nos émissions baissent année après année,
alors en fait, l'échéance à laquelle cela se traduit est différente dans ce cas-là. La marge de manœuvre pour 2 degrés, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 25 ans d'émissions au niveau actuel. C'est-à-dire si on a des émissions qui stagnent encore 25 ans, à ce niveau-là, on dépassera 2 degrés de réchauffement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait par rapport à cette compréhension, le lien entre les trajectoires d'émissions de CO2 à venir et les niveaux de réchauffement à venir? C'est la même chose que j'avais sur ma première diapo avec le code barre, mais version qui représente l'incertitude en fait. Donc, je vais d'abord commenter le scénario jaune. C'est celui qui ressemble le plus aux politiques publiques actuellement mises en œuvre. C'est ce qu'on appelle le scénario intermédiaire. Donc, des émissions qui baissent dans les pays les plus riches, qui continuent à augmenter dans les pays en développement et au niveau mondial qui stagnent quelques décennies avant de baisser lentement. Vous voyez que les émissions de CO2 ne sont pas à zéro avant la fin du siècle. Donc, le cumul des émissions de CO2, quand on ajoute chaque année à l'année d'avant, continue à augmenter tout au long du siècle, mais un peu plus lentement à la fin. Directement, en fait, le niveau de réchauffement planétaire continue à dériver, mais moins vite à la fin du siècle. Mais ce n'est pas encore stabilisé, parce qu'on n'est pas à net zéro mondial. Vous voyez l'idée? Ensuite, donc, si on a des trajectoires de baisse plus fortes, des émissions en bleu, par exemple, alors, dans ce cas-là, vous voyez que le cumul augmente moins vite, le niveau de réchauffement augmente moins vite, et quand on arrive à des émissions zéro net, ici vers 2070, eh bien, on a en fait une stabilisation du réchauffement dans la deuxième moitié de ce siècle. Donc la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est si on baisse fortement les émissions, on en discerne les effets au bout de 20 ans. Ce n'est pas à très long terme, en fait. On peut le discerner sur une vie professionnelle de climatologue, par exemple. Ensuite, la deuxième chose, c'est que l'histoire future du climat, ce ne sera pas des courbes aussi simples. Il y aura des événements El Niño, La Niña, de temps en temps une grosse éruption volcanique. Donc on aura aussi cette modulation par la variabilité naturelle, et il faut en tenir compte pour savoir à quoi on se prépare. La dernière chose que je voulais dire, c'est que ce niveau-là de température dans le monde, 2 degrés en 2050, c'est autour de 2,7 degrés en France. Et ce niveau-là de température, près de 3 degrés en 2100, c'est 4 degrés en France. Et donc, vous avez peut-être suivi la délibération sur le plan national d'adaptation au changement climatique, qui dit on veut se préparer à une France à plus 4 degrés. C'est prendre ce scénario intermédiaire, qui est possible, et se dire, voilà, on va rentrer ça dans nos documents de planification, de gestion du territoire, de gestion de risque, dans les référentiels pour les entreprises. Et c'est de cette manière-là qu'on sera capable d'anticiper ces caractéristiques pour mieux s'y préparer et être plus résilient. Alors moi, je suis paléoclimatologue, donc je n'ai pas résisté au plaisir de confronter ces simulations et cet état des lieux aux variations passées. Donc là, vous avez les grandes variations glaciaires interglaciaires pour la température, le niveau de CO2 dans l'atmosphère, tout ça en réponse aux variations de la trajectoire de la Terre autour du Soleil, qui est le moteur en fait de ces grandes variations du dernier million d'années. Le rythme le plus rapide, donc c'est à peu près 5 degrés de différence entre un climat froid, glaciaire et un climat doux. Le rythme le plus rapide, c'est 1 degré par 1000 ans au niveau mondial. Là, on a déjà 1,3 degré de réchauffement dû à nos activités. On est en train de sortir de la plage de la période interglaciaire actuelle depuis 11 000 ans. Et si on dépasse 1,5 degré de réchauffement, on sortira de la période la plus chaude du dernier million d'années. Pour trouver plus chaud, il faut remonter sur à peu près 3 millions d'années en arrière, la dernière fois qu'il y avait un niveau plus élevé de CO2 dans l'atmosphère. Et ça, on utilise en fait ces climats anciens comme des preuves empiriques de l'ajustement du climat, du niveau de la mer sur le long terme, lorsqu'on a des niveaux plus élevés de CO2 liés à l'équilibre à long terme entre le volcanisme et l'érosion au niveau géologique. Donc ça permet de prendre la mesure de la rupture actuelle. Donc la vitesse à laquelle on accumule du CO2 dans l'atmosphère, qui est inédite, 10 fois plus rapide que les variations à l'échelle géologique les plus grandes, et puis beaucoup plus rapide également sur l'ampleur du réchauffement, le déplacement des zones climatiques, et donc ça pose aussi la question de l'adaptabilité des écosystèmes et du vivant qui va essayer de se déplacer. Donc on va arriver avec des nouveaux écosystèmes
qu'on n'a pas connues. On va arriver avec des nouvelles conditions climatiques, notamment dans les tropiques, inédites à l'échelle de millions d'années. Et quand je dis inédite, ça veut dire qu'on ne peut pas aller chercher ailleurs la semence qui est adaptée à ces conditions-là. Ça n'existe pas, en fait. Donc, à retenir, pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire, au niveau mondial, eh bien, le climat moyen change dans chaque région. Donc, plus le curseur monte au niveau planétaire, plus la température moyenne augmente dans chaque région, plus sur les continents, en métropole par exemple, et encore davantage près de l'Arctique. En ce qui concerne les précipitations, vous voyez qu'on a une situation contrastée. Dans les régions froides, plus l'atmosphère se réchauffe, plus elle peut contenir d'humidité, ça augmente les quantités de précipitations. Dans les régions de climat méditerranéen, en fait, la circulation atmosphérique de grande échelle change et ça entraîne une baisse de la quantité de précipitations dans les régions de climat méditerranéen, dans les deux hémisphères. Et puis, pour les régions de mousson, en fait, les gaz à effet de serre ont tendance à humidifier, augmenter les pluies de mousson, sauf en fait à l'extrême ouest de l'Afrique où ça n'est pas le cas. Et à l'inverse, les rejets locaux de particules de pollution ont tendance à assécher. Donc on a des facteurs parfois complexes qui vont jouer sur l'évolution des pluies de mousson. Donc à retenir, un cycle de l'eau qui va être plus intense dans un climat plus chaud, mais aussi plus variable, avec plus de saisons et d'événements très humides et très secs. Alors, je vais passer ça. Donc c'est... je vais d'abord montrer les extrêmes chauds. Donc comment ça va se manifester, ce climat qui se réchauffe? Un événement qui se produisait dans le passé d'extrême chaud une fois tous les 50 ans. Aujourd'hui, en fait, il peut déjà se produire 5 fois par 50 ans. Donc ce qui était très rare devient plus fréquent. Et vous voyez que la fréquence ne fera qu'augmenter à mesure du niveau de réchauffement planétaire. Et si on arrivait à un climat planétaire 4 degrés plus chaud, ce qui se produisait une seule fois par 50 ans serait l'été moyen, quasiment, en fait. C'est de cette manière-là que se traduit le niveau de réchauffement planétaire en extrême chaud. Et l'intensité des extrêmes chauds augmente plus que le niveau de réchauffement planétaire. Et en plus, c'est amplifié par les îlots de chaleur dans les villes, comme à Paris, par exemple, où la ville, la forme de la ville, les matériaux accumulent la chaleur de la journée et donc maintiennent une différence de température plus élevée. Et c'est là où ça pose les risques sanitaires les plus grands d'atteindre des extrêmes chauds. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la pire vague de chaleur des derniers 20 ans, c'était en 2003, des derniers 25 ans. Une vague de chaleur, la pire aujourd'hui comme 2003, dans le climat d'aujourd'hui, ça peut être 4 degrés de plus. Dans toutes les normes pour les logements, la norme 2020 pour les logements, elle prend comme référence pour le confort thermique 2003. Elle ne prend pas en compte ce que serait la pire canicule du climat actuel. Vous voyez le décalage entre nos référentiels et ce climat qui change. Et à Paris, dans un monde vers 2050, 2 degrés plus chaud, atteindre 50 degrés devient possible. Rare, très rare, mais dans les simulations climatiques, possible. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de le prendre de cette manière-là? Parce qu'il y a déjà des villes qui ont atteint 50 degrés, quasiment à nos latitudes. Parce que ça permet de se dire, les établissements de santé à 50 degrés, comment ils fonctionnent? Les entrepôts frigorifiques à Rungis, pour conserver la chaîne du froid. Les infrastructures de télécom, les postes EDF, est-ce qu'ils tiennent à 50 degrés? Et quand on fait l'exercice, on se rend compte que pour les infrastructures névralgiques, il faut se préparer à ce qui peut être la pire éventualité à venir, pas les projections moyennes, mais ce qui est aujourd'hui implausible et qui serait dangereux, en fait, vraiment dangereux. Et ça permet de se dire, voilà, quand on va rénover des chambres froides, quand on va rénover des postes électriques, des transfos, quand on va rénover les infrastructures télécom, au fur et à mesure qu'on va le faire, on va les dimensionner pour qu'ils résistent à ce type d'événement. Qu'est-ce qu'on fait dans les écoles? On met une pièce rafraîchie, comme dans les maisons de retraite. On change les rythmes scolaires. On arrête d'aller à l'école quand il fait très chaud. On décale les examens. Ce n'est pas du tout des questions simples, en fait. Et c'est ces questions-là que pose l'adaptation au changement climatique. Alors, si on revient sur les pluies intenses, eh bien, l'événement de pluie intense qui avait lieu une fois tous les 10 ans, dans un monde 1,5 degré plus chaud, sa fréquence double et sa fréquence augmente encore
dans un monde 4 degrés plus chaud. Et l'intensité de ces événements de pluie qui revenaient tous les 10 ans dans le climat passé, ça augmente à peu près de 7% par degré de réchauffement planétaire. Donc ça, il faut l'intégrer pour la prévention des risques d'inondation par pluie intense et ruissellement. C'est ce que je décrivais tout à l'heure. Donc c'est un aspect qui est très important. Alors c'est illustré au niveau mondial en représentant, en fonction du réchauffement planétaire, comment la température du jour le plus chaud chaque année va augmenter. Et vous voyez la zone où ça augmente le plus, c'est tout autour de la Méditerranée. C'est vraiment la région du monde où on anticipe la plus forte intensification des extrêmes chauds, parce que c'est une région où l'humidité des sols va diminuer, du fait des changements de pluviométrie, de l'augmentation des sécheresses agricoles. Et donc on a un couplage quand les sols sont secs, ils ne peuvent plus évaporer ou transpirer. Ça, c'est quelque chose qui rafraîchit la surface. Donc quand on le perd, ça surchauffe. Donc on a ce couplage en fait chaleur-sécheresse qui est très remarquable. L'Amazonie est une des régions susceptibles de fortement s'aridifier. Et on sait que sur la forêt amazonienne, on a un point d'équilibre qui va dépendre du niveau de réchauffement et donc de l'assèchement et des pressions locales, de la dégradation des forêts localement, qui peut faire basculer cette forêt en savane, en fait, comme on en a dans la même région un peu plus au sud. Et puis, dans toutes les régions, même celles qui s'assèchent, on s'attend à l'augmentation de la quantité de pluie du jour le plus pluvieux chaque année, ce que je venais de montrer tout à l'heure. Donc, vous voyez, en fait, quand on parle d'adaptation au changement climatique, c'est arriver sur chaque endroit de regarder quels sont ces facteurs générateurs d'impact, ceux qui comptent dans chaque secteur d'activité, voir à quoi on est exposé, à quoi on est vulnérable, et faire en sorte de se préparer, de réduire les vulnérabilités, la sensibilité à ces aléas. Alors quand on regarde les écosystèmes ou la biodiversité, c'est pas évident. C'est pas évident notamment parce que sur la base des habitats actuels, ici c'est une représentation sur 30 000 espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, d'amphibiens, de poissons, de coraux et autres, du nombre d'espèces qui, si elles restent au même endroit, sont exposées à des conditions de température potentiellement dangereuses par rapport à ce qu'on connaît de ces espèces. Et vous voyez qu'en fait, le nombre d'espèces concernées augmente pour chaque niveau de réchauffement supplémentaire, chaque demi-degré de plus, avec une très forte exposition pour les espèces endémiques dans les régions tropicales et qui augmente à mesure du réchauffement planétaire. Donc un des points importants, c'est réduire les eaux de pression. Les eaux de pression, c'est la destruction des habitats, les pollutions, la surexploitation, les espèces invasives. Donc augmenter les aires réellement protégées. Réellement protégées, ça veut dire on ne chalute pas, par exemple, en mer. Donc augmenter les aires réellement protégées sur terre et en mer, favoriser les corridors pour que les espèces puissent se déplacer, donc les continuités écologiques, pour faire au mieux pour les écosystèmes les plus résilients. Et si on regarde les risques justement liés aux écosystèmes terrestres, le risque de perte de biodiversité est multiplié par 10 entre un monde 1,5 degré et 3 degrés plus chaud. Donc si vous voulez préserver le vivant, il y a toutes les autres pressions à réduire, mais limiter l'ampleur du réchauffement est également très important. Ça peut limiter la mortalité des arbres, l'augmentation des incendies de forêt et les pertes de carbone associées. Limiter le réchauffement, ça peut limiter les impacts pour les coraux, même si ça va être difficile, mais aussi les herbiers, les espèces qu'on trouve en mer, dans les côtes rocheuses, en surface ou dans les marais salés. Et en fait, plus le climat se réchauffe, plus on risque d'avoir des dégradations d'écosystèmes. Mais en fait, ces écosystèmes, on peut s'appuyer sur eux. On peut s'appuyer sur eux pour stocker du carbone, rafraîchir les villes avec les îlots de fraîcheur, écrêter les sécheresses et les inondations avec les zones humides, limiter les effets de l'érosion de la montée du niveau de la mer par les écosystèmes littoraux. Donc plus le climat change fort, plus nous on perd des cordes à notre arc. Donc on a aussi cet enjeu-là. Limiter le réchauffement, ça permet d'avoir plus de diversité d'actions d'adaptation, y compris ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Alors, on a des risques clés pour la santé, notamment des conditions de température et d'humidité, où une activité physique en extérieur expose à un risque mortel. Donc, quand vous avez des températures à 45 degrés, ou une hygrométrie très forte, le secteur du bâtiment, le secteur des travailleurs agricoles, les personnes en fait ne peuvent pas travailler, pas de revenus. Donc c'est aussi une perte
d'opportunités économiques et des risques, dans certains cas, de pièges de pauvreté. Une autre dimension, c'est les risques de la mortalité, de la morbidité directement liés à la chaleur. Et vous voyez que ça dépend à la fois du niveau de réchauffement planétaire, mais aussi des investissements dans l'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire l'adaptation pour ne pas mourir de chaleur? C'est le confort d'été dans les bâtiments, c'est dans les villes l'accès au vent, à la ventilation, à l'ombre, à la fraîcheur, l'accès à l'eau. C'est des pièces rafraîchies pour les personnes fragiles. C'est un ensemble en fait de transformations d'ampleur. C'est des personnes, des services de santé accessibles au moment des pics de chaleur l'été, pour les personnes les plus fragiles, y compris les personnes isolées. Voilà, donc on parle en fait de l'ensemble de ces actions-là qui est importante. Et puis la dernière chose, c'est que notre santé, elle dépend aussi de la santé des écosystèmes, elle dépend aussi des vecteurs de maladies. Et donc c'est pour ça qu'une approche, une seule santé qui tient compte des écosystèmes, de la santé animale, la santé vétérinaire et de la santé humaine, ça fait partie des réponses complexes, mais nécessaires face au changement climatique. Alors juste un mot sur les maladies à vecteurs, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent. Donc on a une augmentation des vecteurs de maladies dans les tiques, très nette, et par les moustiques, notamment à nos latitudes, les moustiques tigres qui sont maintenant vecteurs de dengue, les moustiques classiques qui sont vecteurs de West Nile, il me semble, du côté du sud de la France. Et donc le comité de veille sanitaire identifie cela comme un des risques émergents liés au changement climatique, déjà connu dans les tropiques, mais pour lequel il va falloir créer une culture sanitaire en métropole. Et là où on touche à des aspects vitaux, donc vous voyez qu'en fait je parcours des choses qui sont névralgiques en termes de conditions de vie, d'habitabilité. Un des aspects névralgiques, c'est la production alimentaire. Donc on voit une augmentation des chocs sur la production alimentaire. On voit également donc, une augmentation de la faim dans le monde, qui n'est pas que liée à ces chocs, mais qui est liée à des conflits qui rendent impossible d'acheminer l'alimentation là où les personnes en ont le plus besoin. Et donc là, c'est juste une projection sur les rendements du maïs tel qu'il est cultivé aujourd'hui, où dans les zones en violet, plus le niveau de réchauffement planétaire monte, plus on anticipe une baisse de rendement sur la base des espèces telles qu'elles sont cultivées aujourd'hui. Et là, c'est pareil en violet, les projections sur le potentiel de prise de pêche qui a déjà diminué dans les océans tropicaux et dont on s'attend que ça continue à diminuer à mesure du réchauffement. Alors, on pourrait se dire que les zones arctiques et antarctiques vont devenir très favorables, c'est très incertain. Par contre, une chose qui est certaine, c'est que ça va être des nouvelles zones de conflictualité, parce qu'on a des pêcheries, notamment asiatiques, qui se déplacent vers l'Arctique, les pêcheries de krill du côté de l'Antarctique, qui sont de nouvelles sources de tension. La Chine et la Russie, en ce moment, essaient de saper le traité de l'Antarctique, l'installation d'aires marines protégées, par rapport à leur volonté d'exploiter fortement un ensemble de ressources dans le secteur. Et pourquoi je souligne les risques de plus en plus complexes et difficiles à gérer? Vous êtes travailleur saisonnier agricole en Inde ou au Pakistan, il fait très chaud, très humide ou très sec. Vous ne pouvez juste pas travailler parce qu'il fait trop chaud. Les rendements agricoles sont très mauvais autour de chez vous, donc le prix de l'alimentation localement augmente. C'est-à-dire que vous avez plus de mal à acheter votre alimentation. Et ça, on sait que c'est un facteur de malnutrition, notamment maternelle, infantile. Et ça peut contribuer à des pièges de pauvreté, en fait. Ce type de situation où la nourriture existe sur les marchés mondiaux, mais elle est juste trop chère par rapport aux revenus que les gens tirent de leur travail localement. Donc l'insécurité alimentaire, c'est un des risques clés. Et on va rebondir sur la démographie, qui dépend à la fois du niveau de réchauffement planétaire, mais aussi du type de développement collectivement qu'on va avoir. Donc, qu'est-ce qui exacerbe les effets du réchauffement? C'est une hausse de la population, plus de bouches à nourrir, une hausse de la demande, des gens plus riches qui veulent plus de viande, plus d'huile végétale, qui tirent l'utilisation des terres pour nourrir les animaux, des pressions multiples sur les terres, par exemple, de l'utilisation de biomasse pour l'énergie, ou bien des terres accaparées pour stocker du carbone à la place de la production vivrière locale, des inégalités croissantes, notamment avec une population agricole de petits producteurs très pauvres, faible capacité d'adaptation. Ça, c'est explosif. C'est-à-dire ça augmente, et dans ce cas-là, vers 2030, on irait vers des effets qui s'aggravent pour l'insécurité alimentaire.
À l'inverse, si on maîtrise la croissance démographique, ce qui est le cas dans la plupart des pays du monde, si on protège le foncier agricole, si on sort de la pauvreté les petits exploitants, si on renforce leur capacité d'adaptation, si on fait évoluer notre alimentation, en gros, en mangeant plus de plantes et moins de produits animaux quand on en mange trop, en gros, pour faire simple, alors en fait, on peut renforcer la résilience du système alimentaire avec pas mal de co-bénéfices même pour le décarboner. Donc à retenir les enjeux de transformation de l'ensemble des systèmes alimentaires, pas que de la production, mais aussi les régimes alimentaires, et puis les risques que présentent les pressions sur l'utilisation des terres, notamment pour la décarbonation, à gérer avec une très grande prudence. Donc en France, la stratégie nationale bas carbone qui vient d'être révisée est beaucoup plus prudente sur l'utilisation de biomasse, par exemple, du fait notamment de la baisse en fait, de la production qu'on peut tirer des forêts dégradées actuellement. Donc c'est une des traductions de cet enjeu-là, ne pas augmenter la pression sur les forêts, sur les terres, pour renforcer leur résilience. Et puis, dernier volet de l'habitabilité, la montée du niveau de la mer. Donc la montée du niveau de la mer, c'est 20 cm depuis 1900. À horizon 2050, ça dépend assez peu des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, 20 cm de plus. À horizon de la fin du siècle, en cas de très faibles émissions de gaz à effet de serre, on serait en tout sur à peu près 50 cm. En cas de très fortes émissions de gaz à effet de serre, plutôt de l'ordre du mètre, à horizon 2100. Et on a représenté un scénario qui serait le pire physiquement plausible, c'est-à-dire si les processus d'écoulement, notamment de l'Antarctique, qui sont associés à une forte incertitude, se déclenchent. On a fait exprès de le représenter parce que pour des infrastructures critiques, des grands complexes industriels, des villes, des centrales nucléaires sur le littoral, le scénario médian n'intègre pas en fait toute la plage de ce qui est plausible. Et donc, on a souligné l'importance d'intégrer aussi ce risque. Et il faudra réactualiser les connaissances au fur et à mesure qu'on va suivre ce qui se passe ou pas, notamment dans les secteurs potentiellement instables de l'Antarctique. Et puis, on a des projections montées du niveau de la mer de plusieurs mètres à horizon des siècles suivants, quasiment dans tous les cas. Donc, l'importance aussi de réfléchir à ce que va être notre héritage, à nous, à nos activités, pas uniquement immédiatement, mais à très long terme, du fait de l'ajustement de l'océan sur le long terme des glaciers du Groenland et de l'Antarctique. Et en termes de réponse, faire face à la montée du niveau de la mer, c'est compliqué. Donc on estime que vers 2050, ça va concerner 1 milliard de personnes, et que par la montée graduelle du niveau de la mer, les événements de record de niveau de la mer lors des tempêtes du siècle, qui se produisaient une fois par siècle dans le passé, dans le monde vont être 20 à 30 fois plus fréquents. Donc c'est de cette manière-là que ça va se manifester. Ce n'est pas que la montée graduelle, c'est dépasser les ouvrages de protection lors des tempêtes de forte intensité. Et le défi, c'est qu'il va falloir l'anticiper sans l'avoir encore connu, avec des mesures qui vont prendre du temps à être mises en œuvre et qui présenteront des limites. Donc à court terme, vous l'avez peut-être déjà vu en France, on sait bien le faire, on bouge des sédiments pour essayer de préserver des plages, par exemple, on enroche, on bouge des sédiments, donc ça peut marcher, mais si le niveau de la mer monte fort, au bout de 15 ans, c'est fini, en fait, ça ne marche plus. De même que renforcer les mangroves ou les marais côtiers, il y a un potentiel, mais en cas de forte montée du niveau de la mer, ça n'arrivera pas à suivre, en fait. Si on veut surélever les maisons, on peut gagner une 30aine d'années, donc vivre avec le risque, se mettre en protection. Pour des résidences secondaires, par exemple, c'est faisable. Par contre, les gros ouvrages, donc gagner sur la mer, comme à Singapour ou Monaco, renforcer les digues, comme aux Pays-Bas, ou bien planifier le repli stratégique, ça met du temps à être anticipé, réalisé. Les barrières sur la Tamise, les barrières comme à Venise, c'est une 30aine d'années pour dimensionner, financer, mettre en œuvre. Et à Venise, il faut déjà travailler sur l'étape suivante, à horizon 2050. Donc on gagne un peu de temps, mais ça réduit les risques, ça gagne un peu du temps, mais ça ne les enlève pas. Donc les deux seules choses qui enlèvent les risques, c'est ne pas construire dans les zones exposées, et c'est le repli stratégique des zones qui seront exposées avec des défis de délibération, de mise en œuvre et de coûts qui vont être très importants. Alors pour résumer, en Europe, on a 4 risques clés à retenir.
les extrêmes chauds pour la santé et les écosystèmes, les chocs sur la production agricole, donc comment accompagner, comment renforcer la résilience des exploitants agricoles qui sont en première ligne, les risques de pénurie d'eau, donc sécheresse, mais aussi fleuve à sec, comme on a vu sur la vallée du Pô ou bien du côté du Rhin. Et là, ça affecte toute l'activité économique, le transport de marchandises à plus grande échelle. Et puis un ensemble de risques d'inondation par pluie, débordement de cours d'eau, montée du niveau de la mer. Et puis nous, on a été particulièrement habiles pour positionner nos villes et nos infrastructures le long des cours d'eau et sur le littoral. Et du coup, on a un patrimoine et des infrastructures très exposés. La région du monde la plus exposée, en fait, c'est l'Asie du Sud-Est, sur les grands deltas et les villes, les infrastructures industrielles et la production agricole. Alors, en France, on a aussi des petites îles. Donc, les petites îles sont plus vulnérables via les modes de vie qui dépendent des services des écosystèmes, de l'état des récifs de coraux pour la pêche ou pour le tourisme, très peu de capacité de stockage d'eau, des situations plus rapidement aiguës d'insécurité alimentaire par l'insularité, et puis dans certains contextes, des questions profondes d'habitabilité pour les zones de basse terre, qui se posent au niveau international déjà, les pays en fait, qui commencent à réfléchir à des déplacements de population à grande échelle, et des pertes et des dommages croissants qui posent des questions de solidarité. Donc, dans 2 semaines, je dois témoigner au tribunal international, à la Cour de justice internationale, qui a été saisie notamment par un ensemble de petits États insulaires sur des atteintes fondamentales à la pérennité de leur État et aux droits humains par rapport à justement cette exposition, cette vulnérabilité et ces enjeux à très long terme. Donc ça, c'est la partie futurs possibles. Donc les futurs possibles, ils ne sont pas écrits. Mais il y en a une partie qu'on peut anticiper, vous avez vu. Est-ce que c'était clair? Le rapport scénario-projection, la partie risque qui dépend aussi de l'adaptation qu'on peut mettre en œuvre. Et vous avez bien compris qu'en fait, limiter le réchauffement, c'est limiter les risques, en fait. Oui. Oui. Alors moi, je ne suis pas spécialiste du nucléaire. Il y a des bons spécialistes sur le centre de recherche EDF sur le plateau qui travaillent notamment sur toutes ces questions d'adaptation. Alors vous avez peut-être remarqué que sur les projets d'installation d'EPR, nouvelle génération, on les positionne plutôt du côté de la Manche, eau froide à volonté, et on les positionne aussi probablement du côté du Rhône, qui est un des cours d'eau dont le débit va continuer à être approvisionné par la pluviométrie sur les Alpes, même s'il y a le recul de l'enneigement et des glaciers, avec une capacité d'EDF à gérer en fait les lâchers d'eau des barrages pour maintenir des températures fraîches dans les eaux du Rhône. Donc ça fait partie des choses, et si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a eu un rapport spécifique de la Cour des comptes sur l'adaptation du parc nucléaire face au changement climatique, qui a regardé les choses de manière transparente et approfondie. Favorable à quoi ? Moi, je suis chercheuse au CEA, dans la direction de la recherche fondamentale. Et personnellement, donc là c'est mon avis personnel, donc nous on a la chance d'avoir une électricité déjà essentiellement décarbonée, donc hydroélectricité, nucléaire, montée en puissance des renouvelables. Personnellement, je pense que c'est important de tout faire pour garder une électricité décarbonée. La difficulté étant le coût de l'investissement nucléaire, la durée de réalisation. Et donc, assurer une ligne de base nucléaire, ça me semble important. Et avant cela, monter en puissance rapidement sur les renouvelables pour augmenter la disponibilité d'électricité bas carbone. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. En gros, je décris ce que dit RTE et d'autres exercices de prospective pour la France. Je suis désolé, je crois qu'il y a beaucoup de questions et c'est normal, c'est passionnant, on a tous envie d'en poser, mais l'heure tourne. On va peut-être laisser Valérie finir son exposé et puis on prendra les questions après. On pourra même discuter un petit peu après, mais voilà, on ne peut pas faire durer trop longtemps. Alors, comment on peut accélérer l'action pour limiter les risques climatiques? Alors, j'ai commencé par une réflexion sur l'adaptation face aux risques d'inondation. C'était un peu le fil conducteur, plus extrême inondation, en plus des enjeux autres. Et donc, ce que vous voyez là, c'est pour l'Europe une évaluation des risques d'inondation par pluie extrême et débordement de cours d'eau
en fonction du niveau de réchauffement planétaire et pour une adaptation basse à modérée ou pour une adaptation élevée. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le risque d'adaptation? Quels investissements, quelle trajectoire? Une adaptation par rapport au risque d'inondation. En fait, ça veut dire des ouvrages de protection, donc des ouvrages de défense, typiquement des digues, qu'on va en fait graduellement renforcer au fur et à mesure de l'augmentation des pluies extrêmes et donc de l'aléa qui change. Donc ça veut dire poursuivre une trajectoire de protection en investissant pour renforcer les systèmes. C'est efficace économiquement. Le rapport coût-bénéfice dépend du contexte. Mais plus en fait on ne s'appuie que sur cette stratégie-là, qui est une sorte de bouclier, mais qui n'enlève pas le risque, plus on va être dépendant à cette trajectoire d'investissement sur la dimension des digues, et plus en fait on peut avoir des risques résiduels élevés si l'ouvrage est endommagé, par exemple. Donc ça, c'est une des limites de l'exercice. Et donc vous voyez, sur une trajectoire d'adaptation, on a plusieurs options où on peut bifurquer d'une option à l'autre ou ajouter une autre option. Donc, dans certaines villes, il n'est pas possible, en fait, ou il n'est pas souhaité de rehausser des digues autour des cours d'eau. On peut avoir un ensemble de contraintes, en fait, d'aménagement, ou le fait de ne pas vouloir mettre une sorte de mur au milieu de la ville. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est ajouter en amont de la ville des grands ouvrages de rétention, donc des zones tampons. Parfois, ça peut être le fait de négocier des surfaces agricoles qui peuvent être inondées en indemnisant les agricultures pour faire des espaces tampons. Parfois, ça peut être des zones humides, de la renaturation. On peut y ajouter des barrières amovibles, comme c'est beaucoup fait, en fait, déployées lors des alertes pour protéger les infrastructures névralgiques, en plus des ouvrages en dur. Et puis, améliorer les systèmes d'alerte précoce pour pouvoir être certain de déployer ces infrastructures. Mais il y a également des limites sur aussi les capacités d'investissement sur les ouvrages en dur. Et donc, parmi les autres options, c'est l'accommodation, c'est-à-dire on va ajouter des dispositifs de rétention naturelle, on va ajouter des capacités de détourner le débit de pointe du cours d'eau. Ça peut être efficace pour réduire les risques, ça peut aller avec de la renaturation, donc des écosystèmes avec les services associés. On a fait beaucoup de choses de ce type-là autour de l'Yvette ou de l'Orge, par exemple. Ça peut être combiné aux défenses en dur dans les zones très urbanisées. Donc on peut jouer sur la complémentarité. Donc, vous voyez, on est à peu près à ce niveau-là de réponse. Un autre type de réponse, c'est l'assurance pour limiter les conséquences des risques résiduels lorsque les capacités des ouvrages sont dépassées. Mais on n'a pas la garantie de l'assurabilité là où les aléas se répètent fréquemment. Donc c'est une situation qu'on trouve de plus en plus, y compris pour des villes en fait, qui n'arrivent plus à assurer les bâtiments liés aux services publics. C'est le cas aux États-Unis, en Floride, par exemple. Donc là, s'il n'y a plus de système d'assurance, ça devient très compliqué sur la gestion des pertes et dommages quand les capacités sont dépassées. On peut aussi jouer sur les actions qui sont mises en œuvre à l'échelle des entreprises ou des ménages, donc surélever les bâtiments, améliorer leur étanchéité, de sorte à être hors d'eau lors des inondations. On peut aussi, donc ces approches-là, elles ont un potentiel, mais qui est meilleur quand on a un débordement très court. Si on a un débordement pendant parfois plus de 2 jours, la mise hors d'eau ne fonctionne plus, il y a de l'eau qui s'infiltre et on perd en fait la capacité de ce type d'approche. Mais ça peut être quelque chose de complémentaire pendant une phase de rehaussement de digue, par exemple. Après, on peut avoir également, par la suite, donc en fonction des moyens, en fonction des limites et en fonction de l'ampleur des changements, du repli planifié, c'est-à-dire on considère qu'on n'occupe plus ces zones inondables. Le fonds Barnier permet par exemple d'indemniser des logements dont on considère qu'ils ne sont plus occupables ou réparables par rapport à la valeur résiduelle du bien. Et donc on détruit et on peut restaurer de cette manière-là des plaines inondables pour protéger en fait les zones qui sont légèrement au-dessus de ces zones d'inondation. Et donc l'adaptation au changement climatique, il faut le voir de cette manière-là, c'est-à-dire c'est des trajectoires. À un moment donné, on va déployer certains leviers d'action, individuels ou collectivement. On va toucher des limites en fait strictes sur ce qui peut être fait physiquement, mais aussi des limites liées au financement disponible. Et c'est ça qui va permettre de débloquer ou pas
différentes réponses successives. Plus on passe à cette approche-là, donc ne pas construire en zone inondable et s'en aller, moins ça coûte cher en fait au final. Mais c'est le moins acceptable souvent à court terme. Et donc ce que l'on voit, c'est que l'adaptation, plus le climat va changer fort et vite, plus elle sera compliquée, plus il y aura des limites, avec un risque de très forte augmentation des inégalités. Les inégalités territoriales, les inégalités d'exposition, les inégalités pour les personnes les plus fragiles et les inégalités entre générations. Et donc limiter les risques, c'est aussi agir pour limiter l'ampleur du réchauffement. Donc, tout à l'heure, on discutait de là où on en était. Donc si on continue sur la trajectoire actuelle, on va vers 3 degrés en fin de siècle. Si les promesses 2030 sont tenues, on va vers 2,5 degrés en fin de siècle. Donc c'est le Green Deal européen et tout le reste. Si les promesses de neutralité carbone 2050 et autres sont tenues, on irait vers 2 degrés en fin de siècle. Donc vous voyez que notre marge de manœuvre, elle n'est pas zéro, elle compte. Et ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas cette décennie, sur les inflexions de trajectoire, aura un effet. Donc purement techniquement, pour limiter le réchauffement, c'est atteindre le plus vite possible, avec le cumul le plus bas possible, des émissions de CO2 à net zéro. Ça, c'est sortir en fait du charbon, puis du pétrole, puis du gaz fossile, c'est très clair. La capacité de captage-stockage, c'est anecdotique presque en fait. Et ensuite, sur le méthane, c'est à peu près divisé d'un tiers assez rapidement, et sur la fin, à peu près de moitié les émissions de méthane. Donc vous voyez les ordres de grandeur qui sont différents. Techniquement, on a un ensemble de leviers d'action, donc technologiques, efficacité, sobriété, et solutions qui s'appuient sur les écosystèmes et leur gestion, qui pourraient permettre de diviser par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc qu'est-ce qui bloque ? La volonté collective, les priorités et la réorientation des financements. On estime en fait que les financements de décarbonation, ils sont d'un ordre de grandeur de 0,8 à 2% du PIB mondial. C'est l'ordre de grandeur au niveau mondial. Donc les liquidités sont disponibles, mais la question c'est d'arriver à sortir ces investissements des énergies fossiles en limitant les risques de transition et le plus intelligemment possible, construire des transitions qui soient justes socialement, justes économiquement, justes en termes d'emploi, de reconversion, et en pensant à la fois atténuation, adaptation, et puis les autres dimensions de soutenabilité. Alors je vais passer ça. Donc, dans les rapports du GIEC, il n'y a pas la feuille de route. Il y a juste une évaluation du potentiel au niveau mondial. Donc, par exemple, pour les systèmes énergétiques, les leviers de résilience et l'ampleur du potentiel de décarbonation est une indication du coût. Donc là où on a les plus grands leviers au niveau mondial, c'est l'électricité décarbonée, dont la production augmente fortement, mais pas encore assez vite pour répondre à la demande, tout en abattant en fait, de la consommation d'énergie fossile. Du côté en fait, du système alimentaire, c'est là où on a le plus d'enjeux à articuler adaptation et stockage de carbone, avec un ensemble de leviers d'action. Et par exemple ici, vous avez l'évolution du régime alimentaire, plus de plantes, moins de protéines végétales, animales quand on en mange trop. C'est ce qu'on appelle une alimentation saine et durable. Ça fait partie des leviers d'action qui touchent sur la demande et pas simplement les modes de production. Et vous voyez que ce qui pèse le plus, c'est arrêter de détruire des forêts tropicales ou des tourbières, améliorer toutes les pratiques d'agroécologie, agroforesterie, agriculture de conservation qui stockent du carbone dans les sols, restaurer les écosystèmes dégradés, mieux gérer les forêts. Et puis après, c'est l'efficacité de la production agricole, notamment. Et j'ai mis en vert, en fait, ce qui peut être vu comme une politique de santé publique. Décarboner, c'est améliorer la qualité de l'air. Les gains, en fait, en termes de dépenses de santé évitées, sont à peu près égaux au montant des investissements. Pareil, en termes de maladies chroniques liées à une alimentation déséquilibrée, les gains peuvent être importants, de même que les bénéfices d'écosystèmes en bonne santé. Si on regarde du côté des villes et des infrastructures, c'est là où on a les transports et le bâtiment. Et vous voyez qu'il n'y a pas un seul levier d'action qui se distingue. Il y a une multitude d'approches qui vont être des véhicules, par exemple, thermiques, plus performants, mieux remplis,
des véhicules électriques, des transports en public, des mobilités actives, puis éviter des demandes de mobilité. Donc tout ce qui est sobriété, efficacité joue aussi. Et bouger davantage, c'est aussi une politique de santé publique en fait. Donc j'ai essayé de le ressortir comme des bâtiments avec un meilleur confort thermique. Alors en ce qui concerne l'aspect industrie, à court terme, c'est essentiellement de l'économie circulaire et de l'efficacité qui est disponible à court terme. Les ruptures en fait pour décarboner l'industrie lourde, typiquement en utilisant de l'hydrogène vert, on estime que ça, ce sera disponible au-delà de 2030. C'est en train d'être préparé maintenant, recherche, développement, expérimentation. Mais le développement, le déploiement à grande échelle, il n'est pas visible à horizon 2030. Là, c'est uniquement à horizon 2030. Et puis après, il y a tout le volet, en fait, organisation de nos sociétés. Donc le renforcement des systèmes de santé, tous les filets de protection sociale, l'alerte précoce, l'information climatique, ou la diversification des moyens de subsistance pour ceux qui ont des revenus très sensibles au climat. Ça fait partie en fait d'options importantes d'adaptation. Donc je vais juste terminer là, je répondrai à vos questions, en soulignant en fait qu'on est sur une fenêtre étroite. Donc il y a un potentiel qui est là, on sait ce qui fonctionne. On a par exemple pu évaluer 1500 politiques d'atténuation dans 40 pays différents sur tous les continents. On sait ce qui fonctionne. On sait ce qu'on peut mettre en place. La question, c'est comment on le met en priorité devant d'autres crises à gérer et des contraintes budgétaires, on le voit bien. Donc nous, ce qu'on souligne, c'est le rôle, bien sûr, des gouvernements, de la société civile et du secteur privé, et de politiques publiques intégrées qui intègrent la réduction des émissions, la résilience, les autres dimensions de soutenabilité, la lutte contre l'extrême pauvreté, la faim, la préservation des écosystèmes. Et c'est ça, en fait, ce qu'on appelle construire un développement qui soit résilient face au climat. C'est l'ensemble de ces dimensions. Et donc, devant, en fait, chaque choix, chaque crise, on peut avoir des choix qui vont verrouiller des émissions élevées. Par exemple, drill, baby drill aux États-Unis. Bon, si on exploite davantage de ressources fossiles, on va verrouiller plus d'émissions. Tout ce qui va verrouiller des systèmes difficiles à transformer, ça risque, en fait, de faire atteindre plus vite les limites à l'adaptation, augmenter les risques, et par la suite, dans un climat qui change vite, fermer en fait des possibilités de développement, perdre des leviers d'action disponibles, y compris via la dégradation des écosystèmes. Et à l'inverse, à chaque choix, on peut reconstruire mieux post-catastrophe, plus résilient. On peut utiliser les sources de tensions géopolitiques internationales comme une motivation à accélérer la construction d'une économie décarbonée, moins dépendante en fait des tensions sur le marché des hydrocarbures. Donc on peut faciliter des émissions plus basses, des transformations à l'échelle de tous ces systèmes, limiter les risques climatiques, construire les conditions d'un monde plus juste et plus équitable. C'est vraiment les objectifs de développement durable en fait qui sont en filigrane, et donc de sociétés, d'écosystèmes qui soient plus résilients. Mais en fait, la difficulté, c'est d'arriver à identifier là où sont les possibilités de bifurcation et là où sont les freins qui sont présents partout, et comment surmonter ces freins individuellement et collectivement. Donc je termine, vraiment une fenêtre étroite. On a déjà perdu des opportunités. 1,5 degré de réchauffement, on n'arrivera pas à limiter le réchauffement plus bas que cela. Il faudra faire avec. Limiter le réchauffement sous 2 degrés, largement sous 2 degrés, c'est possible, mais à condition de tripler en fait l'effort. On a des choses bien engagées en France. On a une baisse des émissions de gaz à effet de serre. On est en train d'esquisser les bases d'une adaptation plus transformatrice. Et donc c'est justement un moment important pour garder ce cap en France et en Europe dans un contexte géopolitique incertain. Merci. Nous avons la possibilité de prendre 2 ou 3 questions avant de clore, donc n'hésitez pas. Oui. Oui, merci pour votre séminaire très intéressant. Moi, je lis différents articles où il y a des gens qui prétendent développer des systèmes de stockage du CO2.
Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Est-ce que vous pensez que ça serait faisable un jour ou... De stockage de quelle forme? De CO2? Je ne sais pas exactement, il y a plusieurs types de systèmes proposés. Donc il y a en fait des efforts actuellement de recherche, on va dire, qui cherchent beaucoup de financement pour, par exemple, concentrer le CO2 dans l'air et arriver, par exemple, à le transporter sous forme gazeuse, puis l'enfouir dans des réservoirs souterrains, ou bien le minéraliser. Aux États-Unis, ils exploitent ces pistes-là, ou bien renforcer les mécanismes naturels d'altération des roches. Donc c'est des choses qui sont à l'état en fait de prototypes, parfois de travail en laboratoire, parfois de toute petite expérimentation. Nous, on avait juste fait pour le Haut Conseil Climat une évaluation l'année dernière, avant la COP28, sur un des aspects qui est sur les infrastructures industrielles, capter et stocker le CO2. Quel serait le potentiel économique pour la France dans le contexte européen? Et on avait estimé à horizon 2050 que c'était, dans le meilleur des cas, 15 à 20 millions de tonnes de CO2 industriel qu'on pourrait capter et stocker, mais avec un coût élevé. Et du coup, probablement qui serait restreint à ce qui est le plus difficile à décarboner, les cimenteries, par exemple. Et on pense que pour d'autres industries lourdes, la décarbonation profonde des processus industriels serait possible. Donc la chose intéressante, c'est que c'est parfois très promu pour chercher des financements, chercher des investisseurs, mais aussi parce que ça donne l'idée que c'est bien, on peut ne rien faire, attendre, ne rien changer, et on va pouvoir contrebalancer le CO2 qu'on émet. Et ça, c'est une illusion complète. Ouais. Mais on en aura besoin une partie pour contrebalancer des émissions très difficiles à éliminer. Oui, justement dans le même sens que cela, est-ce qu'il est prévu un transfert de technologie, parce que bon, les 10% sont vraiment les pays les plus industrialisés, oui. Et dans le reste du monde, est-ce qu'il est prévu un transfert de technologie pour limiter? Vous parlez justement de ce processus ou d'autres processus qui pourraient limiter, voire supprimer. Est-ce que c'est prévu? Ça fait partie des points de discussion, et notamment, par exemple, l'Inde a été très vocale pour accéder aux brevets les plus récents pour les panneaux photovoltaïques les plus performants, avec l'idée de les produire elle-même et pas les importer des États-Unis ou de Chine. Voilà. Donc c'est un des exemples parmi d'autres. C'est un des exemples parmi d'autres, et on les retrouve dans tous les domaines. Ce qui est assez frappant, c'est de voir en fait la difficulté à investir sur le photovoltaïque, par exemple en Afrique, malgré un potentiel d'ensoleillement qui est extrêmement élevé, et où en fait les mécanismes de banques multilatérales de développement, par exemple, continuent à privilégier les projets liés aux énergies fossiles. Donc on voit qu'en fait on a aussi des tensions entre les pratiques précédentes de développement et de construction de systèmes énergétiques et les nouvelles technologies les plus propres qui se heurtent à ces pratiques qui sont enracinées, en fait. Une question posée sur le chat, oui. Donc que je retranscris. Vu les dégâts colossaux que nous subissons déjà et qui risquent de se poursuivre, les États ne devront-ils pas sans tarder se porter partie civile et poursuivre les climato-négationnistes, sceptiques, etc. Donc une question très politique sur la manière dont les États peuvent réagir par rapport au climato-scepticisme. Entre États? À quel niveau? Alors en fait, une des possibilités qui a été envisagée et qui me semble avoir du sens, c'est par exemple associer au respect des engagements de réduction d'émissions les clauses des contrats commerciaux. Et c'est un des leviers d'action que peut avoir l'Europe, le grand marché commun. Par exemple, par rapport à la lutte contre la déforestation, l'exemple typique, c'était le Brésil, en fait, où Bolsonaro a vraiment tout ouvert sur la déforestation en trahissant finalement ses engagements dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Donc ça, c'est un des leviers d'action qui peut être intéressant. Je ne parle pas de déni, mais sur le non-respect en fait, des engagements, on pourrait les relier à des clauses commerciales, par exemple. Et donc favoriser des partenaires qui font eux-mêmes l'effort de décarbonation.
Il y a un autre mouvement d'ailleurs aux États-Unis qui est celui de rejeter le cadre sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et des investisseurs, pour justement essayer de laisser plus de place aux entreprises qui ne font pas ces efforts. Et là, le cadre européen, si on arrive à conserver les accords qui ont été esquissés, notamment avec la Chine et l'Inde, ils sont vraiment intéressants de ce point de vue-là. Pour que ceux qui souhaitent des investissements responsables puissent bénéficier d'une information crédible et transparente à l'échelle des entreprises, par exemple. Alors, la question de la personne qui a posé la question portait plus particulièrement sur les particuliers, et les particuliers sur le net, sur les réseaux sociaux, influenceurs, etc. Alors ça, c'est plus large, c'est comment on gère la désinformation. Oui. Donc il y a toujours ce cadre compliqué d'arriver à préserver la liberté d'expression qui est un des fondements de la vie démocratique. Comme disait Voltaire, je vais me battre pour que vous puissiez défendre vos idées avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et en même temps, préserver en fait la vie démocratique de la puissance des réseaux sociaux et de leurs algorithmes sur la désinformation. Et ça, c'est une question fondamentale, je pense. Moi, ce qui m'a frappé, c'est notamment le foisonnement de désinformation maintenant à chaque événement extrême, qui sape même la capacité de gestion de crise, de réponse. Et je me suis posé la question de, comme c'était esquissé, la responsabilité des États sur la mise en danger d'autrui presque, par le foisonnement de désinformation. Alors ça prend des proportions délirantes. Aux États-Unis, on racontait que les ouragans étaient produits par des machines démocrates. Donc mes collègues climatologues américains, ils ont été prendre une photo de complexes pétroliers et gaziers en disant « on a trouvé la machine ». Mais par exemple, vous vous souvenez peut-être pendant la sécheresse 2022 et les vagues de chaleur, en France, ce qui circulait, c'était on a déjà connu ça en 1976. Alors qu'en fait, l'intensité de la sécheresse et le niveau de température n'étaient pas du tout le même. Et donc ça fait partie des choses typiques qui sèment le doute. Se dire que c'est la même chose que ce qui s'est déjà produit, on fait tout un foin d'événements à forte intensité. Donc je pense qu'il y a des questions profondes sur l'encadrement des réseaux sociaux, et celui qui est le pire exemple actuellement, c'est Twitter, hein, c'est clair. Et la source de la désinformation va diriger l'efficacité gouvernementale. C'est un circuit court entre le gouvernement et la désinformation. En tout cas, un immense merci, Valérie Masson-Delmotte, pour cette soirée passionnante. Alors, on n'a pas épuisé tous les sujets. Je sais que vous avez encore des questions, mais l'heure tourne. Alors, ce qu'on va quand même pouvoir faire, c'est continuer à discuter autour d'un petit verre dans le fond de la salle. Donc, si vous avez vraiment une question brûlante, vous pourrez peut-être la poser. En attendant, le Centre Teilhard de Chardin ne reçoit pas de subventions publiques. Donc, pour pouvoir fonctionner, il a besoin de la générosité de chacun. Donc, vous pourrez participer à cette soirée. Je crois qu'il y a un QR code qui va peut-être être affiché qui permet de récupérer les dons. Et sinon, il y a peut-être des corbeilles dans le fond de la salle. Il y a des livres qui sont disponibles. C'est quoi? C'est le climat, le vrai et le faux, non? C'est lequel? Voilà, donc pour approfondir face au changement climatique, voilà. Donc pour approfondir la discussion de cette soirée, si vous voulez y réfléchir posément, il y a eu beaucoup d'informations et on va pouvoir les approfondir. Et puis enfin, le Centre Teilhard de Chardin voudrait vous connaître et donc a des questionnaires à remplir, je crois, sur les petites tables qui sont derrière. Si l'un ou l'autre d'entre vous veut bien remplir le questionnaire, ça permettra pour le centre d'organiser des événements qui répondent mieux à vos attentes. Voilà, sur ce, je propose donc de remercier Valérie Masson-Delmotte pour cette formidable intervention.